Ta gueule. Voilà. Bon, maintenant, tu es connecté ou... Voilà, bah, bordel de merde. Putain. Il me met du 4000 maintenant, mais oh. Contente-toi de marcher comme je veux que tu marches aussi, merde. Bon, c'est bon, là? C'est bon? Il arrête de se foutre de ma gueule? C'est bon? Il arrête de se déconnecter sans raison? C'est bon? Là, il se maintient ouvert, c'est bon? Putain, excusez-moi, il m'invente toujours des nouvelles façons de déconner. C'est jamais la même façon de déconner avec ce truc de merde, quoi. C'est toujours un bug inédit chaque soirée, quoi. Merde. Oh, bon, là, ça a l'air de se maintenir. Donc, on va peut-être enfin arriver à passer à quelque chose, quoi. Merde. Alors, on va passer sur, non pas l'écran d'attente, l'écran internet. Voilà, attends, non, avant. Voilà. Ryugo Asakura DB, bienvenue parmi nous. Hein, alors. Par contre, est-ce que je peux... Faut juste que je règle un petit truc avant. Non, il va continuer à faire chier là-dessus. Faut juste que je désactive mes notifications pour être tranquille. Et que vous voyez pas mes messages privés aussi. Non, au bout d'un moment, hein. Alors... Gérer les notifications, voilà, je vais voir ça vite fait. La bande passante s'adapte, ouais, ça a l'air. Alors, obtenir les notifications des autres expéditeurs. Alors, bah, on va désactiver. Bah, déjà, ça, c'est toujours chiant, donc dégage. Voilà. Voilà, il est toujours là, lui. Attends, voilà, tant qu'à faire. Non, les bloquer, non, peut-être pas, mais j'aimerais au moins ne pas les avoir durant le live, c'est tout ce que je demande. Alors, je le vois pas en plus. C'est ça, la notification désactivée. Attends, je désactive ça. Je reviendrai de toute façon les réactiver, au pire. Ça aussi, ça a l'air... Bon. Allez, on va dire, ça va bloquer, comme ça, je serai tranquille, je serai sûr. Voilà, donc ça, c'est fait. Bonsoir, je repose la question, je ne sais pas si tu l'as vu. Continues-tu de faire les fermelas spéciales pour les contributeurs Tipeee? Les fermelas spécifiquement, non, mais je continue à faire des vidéos pour les Tipeee. C'est juste que là, je me concentre un petit peu sur les vidéos pour le centième anniversaire et... Enfin, non, pas le centième anniversaire, qu'est-ce que je raconte? Le centième épisode et pour les autres sujets un peu gros qui sont dans le genre, quoi, tu vois. Julie290, bienvenue parmi nous. Donc, on va pouvoir passer à cet écran-là. Voilà, Inception. Et voilà. Donc, nous disions donc, oui, nous allons regarder celui sur Justice League. Voilà, en espérant que tout se passe bien. Qu'il ne me refasse pas la même connerie que la dernière fois. Parce que là, normalement, il n'y a même pas de 4G, là. Il n'a pas d'excuse. Hein. Allez. Je mets la pub en sourdine. Pour quand est prévu la troisième et dernière partie sur Big Bang Theory? Quand j'aurai le temps aussi. Voilà, malheureusement, j'ai eu des gros sujets à traiter dans l'immédiat. Donc forcément, Big Bang Theory, j'ai pas eu trop le temps, quoi. Alors, merci Pamplemousse Demer 64 pour tes 100 bits. Salut MJ, si c'est possible, j'aimerais réserver le visionnage du Fermela sur le design d'Apocalypse. Bah écoute, après celui sur Justice League, voilà, vu que tu viens de faire un don, priorité sur toi. Mais d'abord, voilà, on va faire la première vidéo sur ce désastre ambulant qui a été ce putain de film. Voilà, parce que... Voilà, j'ai beau défendre certains aspects de la Whedon Cut, disons-le quoi, c'était un bordel de production pas possible. Voilà. Et pour l'occasion, voilà, j'avais eu cette idée un petit peu rigolote de faire une espèce d'enquête, voilà, parce qu'il y avait beaucoup de débats sur pourquoi le film s'est raté. Donc on commençait, bien entendu, on accusait Whedon, finalement c'est devenu le suspect numéro 1 même aujourd'hui, alors que bah il y avait d'autres éléments qui posaient problème, à savoir Snyder, la Warner DC bien sûr, il y en a d'autres qui disaient carrément c'est à cause de la moustache de Henry Cavill, ce qui est pour dire la connerie. Et bah, du coup, je trouvais que c'était une bonne occasion pour faire une petite parodie d'un truc à la Agatha Christie, même si, ironiquement, je parodie le générique
des enquêtes d'Hercule Poirot, mais j'ai pas vu un seul épisode. J'ai vu des films avec Hercule Poirot, j'ai vu d'autres adaptations de Agatha Christie et tout, même des trucs rendant hommage à Agatha Christie. Raptor 350, merci pour l'abonnement payant. Mais sinon, voilà, je fais une parodie d'un truc que j'ai pas vraiment vu. Et du coup, c'est assez marrant de voir tous les gens qui disent oh, trop bien que t'as fait une bonne parodie du truc. Ouais, bah, c'était un petit peu fait à la va-vite, quoi. Ça. Et vite, il y a certains aspects, ça se voit que j'essaye absolument de forcer une espèce de parodie parce que, voilà. Là, j'ai galéré pour faire les espèces de cubes, pyramides qui flottent dans le truc. Je joue mal le mec qui s'étouffe à cause de la pipe. Et bien entendu, vu que le générique c'est lui qui va au fond, j'étais obligé de faire le mec qui se paume quoi. Voilà, photos que j'ai trouvées vite fait sur Google, qui font un petit peu Agatha Christie-esque. Petit hommage, c'était la bande-annonce de l'Orient Express. Les cheveux n'importe comment que j'avais quoi. En parlant d'Agatha Christie, as-tu vu la série FR Les Petits Meurtres d'Agatha Christie? Pas fan de celle-là. Zelarand, merci pour les 20 bits. Yo, je ressors tout juste de ma séance de ciné pour No Man's Land, je vous conseille à tout le monde. Bah, cool. Voilà, introduction du personnage de WC qui... Oui, pour ceux qui l'auraient pas capté, sa tronche, c'est une blague sur les toilettes. Warner, DC, ça fusionne, ça fait WC. Voilà, c'est les WC. Je crois que personne n'avait capté que depuis tout ce temps, c'était une blague sur les toilettes. Ce qui est très approprié quand on y pense. Voilà. Et oui, du coup, ouais. Là, je crois que mon idée, croyez-le ou non, ça vient de Spice World. Oh, la référence. Oui, parce que dans Spice World, voilà, il y avait une mini parodie d'une enquête à la Agatha Christie, où ils essayaient de comprendre qui c'était le tueur. Parmi un groupe de personnes, Proctor Origin, bienvenue parmi nous. Et le tueur super évident, c'était une des Spice Girls qui était armée jusqu'aux dents avec des mitraillettes, des trucs de balles et tout. Probablement un petit peu de sang sur la bouche aussi. et tout le truc, c'était genre, mais qui peut bien être le responsable? Ça doit être ce mec. Et du coup, bah, je me suis dit, ça a dû m'inspirer directement ou indirectement. Je sais plus le processus d'écriture de ce truc. Et puis ça colle bien, quoi, justement, parce que dans cette période-là, Warner et DC Comics, ils étaient vraiment dans une mode où il faut absolument remonter, redécouper les films pour que ce soit le plus possible comme Marvel, même si on n'avait aucunement l'intention de le rendre comme Marvel. Voilà, Wonder Woman, il n'y avait pas trop ça, mais Suicide Squad, c'est un parfait exemple de ce qui allait pas. Même Batman v Superman, quand on sait que le film devait durer 4 heures ou 5 heures, quelque chose comme ça, tu te rends compte que, ouais, là aussi, il y a eu pas mal de coupures et... est-ce que ça l'aurait amélioré? Peut-être, peut-être pas, voilà. Voilà. Vous pouviez le mettre sur le hashtag Fermez-la fanart. Oui, s'il y a des fanarts, des trucs comme ça, des créations, le hashtag Fermez-la 100, c'est fait pour ça. C'est fait pour ceux à l'occasion du 100e épisode, hein. Alors là, j'ai encore eu... Entre Mr. House et WC, la découpe manquerait plus qu'une mascotte pour Paramount. Paramount, c'est un peu plus compliqué, Captain Goyav. Bienvenue parmi nous. Mais, ouais, il y a des gros problèmes aussi chez Paramount, mais... c'est un peu difficile de parodier une montagne, tu vois. C'est un peu compliqué de mettre ça en scène. Universal, c'est un petit peu le même problème, c'est le monde et tout, et... Si je fais Universal, je serais obligé de reprendre le sketch de Soldier with a Camera qui a passé toute une vidéo à expliquer que Universal, en fait, c'est un gros dépressif qui se déteste lui-même, qui arrête pas d'avoir des sautes d'humeur et tout. Voilà, je pense que je serais obligé de faire un truc comme ça. Donc voilà. Et aussi, bien entendu, Hermite dans le rôle de Joss Whedon qui est purement physique, hein, voilà, c'est juste parce que Whedon, il avait un petit peu de barbe et tout, et... Quelquefois on le voit porter un chapeau, donc on va dire voilà, ça va compenser le fait que t'es pas chauve, Hermite. Et une petite chemise qui fait comme ça, voilà, ça. Tu mets le stand de The World. peut-être. Et bah Neku, ça me paraissait évident parce que lui, il a vraiment
le physique typique de Zack Snyder. Et en plus, il avait déjà joué Zack Snyder dans une précédente vidéo sur les adaptations. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ouais, voilà, il a exactement le même physique, le même genre de tête, le même genre d'un petit peu énergique de parler, même sa coupe de cheveux, il y a un petit peu de ça, je trouve. Y a-t-il eu un épisode qui a été éprouvant pour toi à écrire, réaliser et monter? Ouais, il y en a eu pas mal, mais celui-là, pas particulièrement. Je crois que ça a été plus épuisant pour Hermite, celui-là, parce que tout le long, bon, c'était approprié, mais tout le long, il était un petit peu fatigué de devoir tourner cette vidéo, mais ça collait avec le personnage justement de Joss Whedon qui est quand même dans une grosse déprime ces temps-ci. Je pense que c'est un petit peu une des motivations de son comportement de merde durant le tournage de Justice League, mais voilà quoi, ça ne justifie pas pour autant, c'est juste que je trouve que ça colle bien au truc. Du coup, c'est Robert Rodriguez sans chapeau. Et on ressort bien entendu Stéphane. Dans une période où j'essayais encore de découvrir ce que j'allais faire du personnage. Là, j'aurais juste fait le fanboy un petit peu chiant, mais qui peut être raisonnable, quoi. Alors, par contre, je vois que ça rame de mon côté. Est-ce que c'est... J'avais dit enlever les notifications, tu fais chier, toi. Alors, je voulais juste voir... Ouais, il est passé au rouge, imbécile. Pourquoi il est passé au rouge? C'est la collection, c'est ça Il est... Ah, il est en 720p. Bon, ça va être ça. Bon, alors on va passer en 481. As-tu encore contact avec Samsodo? Régulièrement, ouais, bien sûr. Je vois pas pourquoi on aurait plus contact avec lui. Voilà, on s'entend très bien et tout. Et grande chance qu'il soit là pour le 100e épisode. Voilà, ça devrait aller. Sur Flash qui finit sur Wonder Woman, il n'y a pas de preuve que c'est une. Alors, je me défends un petit peu toujours sur ça, tu vois, parce que j'ai toujours un doute, même après que voilà, les deux montages sont sortis, que définitivement dans un montage il n'y a pas ce gag et dans l'autre si, donc automatiquement on pense que c'est Joss Whedon qui a fait ce gag. Ouais, mais il y a d'autres moments qui ont clairement été faits par Zack Snyder qui sont présents dans la Whedon Cut mais pas dans la Snyder Cut, et surtout. Bah, d'un point de vue montage, d'un point de vue placement des personnages et tout, ce passage-là, très Lovina, où t'as Flash qui tombe tête la première sur les nichons de Wonder Woman, bizarrement, c'est plus cohérent dans la Whedon Cut que dans la Snyder Cut, justement. C'est justement parce que, après la réaction de Flash, justement, il se met dans des positions qui est raccord avec ce qui se passe à un certain moment dans la Snyder Cut, mais quand t'enlèves ça, c'est plus trop cohérent, genre... ça donne un petit peu l'impression qu'ils ont remplacé ça vite fait par Flash qui se cogne contre un mur. Et que la prochaine fois qu'on le voit dans le montage, boum, il est debout. Tu vois, ça fait un petit peu... Je comprends pas ce gag sur Whedon et Lovina. Bah parce que y en a beaucoup qui lui reprochent le gag où Flash tombe sur Wonder Woman tête dans les nichons. Et bah... J'appelle ça un gag Lovina parce que c'est vraiment le genre de gag typique qu'on retrouve dans Lovina, tu vois. Plus, tu pourrais monter... Oui, bien sûr, mais après... Faut pas non plus que je le monte trop, faut pas que ce soit plus fort que ce que je raconte, quoi. Parce que sinon, c'est un peu nul pour un commentaire. Plus simple, pourrais-tu les... ouais. Cette coiffure... Ouais. J'évite maintenant ce genre de coiffure qu'on pouvait éviter. Maintenant, j'ai des coiffures encore plus connes. Whedon avait fait ce gag dans Avengers 2, apparemment. Oui et non, tu vois, parce que dans Avengers 2, c'était pas aussi vulgo, c'était pas aussi Lovina-esque. Et surtout, ça avait un sens avec le fait que Hulk, si on commence à l'exciter, à le mettre en colère dans cette situation déjà avec beaucoup d'éléments stressants, il va finir par devenir Hulk et ça va être la merde, tu vois. Il y avait un autre enjeu supplémentaire, c'était pas complètement gratuit. Là où dans Justice League, c'est un peu plus gratuit. Et surtout, c'est pas parce que Whedon a déjà fait ce gag que forcément il a refait pour un autre film. Ça peut être Zack Snyder qui a pu le refaire. Encore une fois, on connaît Zack Snyder, hein, on sait que niveau objectisation de la femme, il est beaucoup plus grave que Whedon malgré ce qu'on essaye de faire croire, quoi. Et Snyder a des antécédents avec Sucker Punch. Exactement, quoi. Il fait peut-être pas des gags de mauvais goût dans le genre, mais il est très dans la sexualité des personnages, quoi. La coiffure pas très fond vert friendly. Bah, c'est marrant que tu dises ça parce que là, ils sont pas si mal incrustés, tu vois. À un moment, c'est un petit peu chiant parce que justement, il y a un gag plus tard sur le fait que les fonds verts pour les coiffures, c'est pas ouf. Et du coup, j'ai dû volontairement rater cet effet pour que le gag marche. Mais sinon, tout le reste, ça va, quoi. Mais c'était il y a longtemps, j'ai cru qu'ils auraient
changé depuis. C'était totalement involontaire la façon dont il a fait glisser son téléphone d'une main à l'autre. Mais je trouve que c'est étrangement très Whedon-esque. Parce que justement, c'est à la fois un petit peu blasé, mais en même temps cool qu'on retrouve un petit peu dans ces personnages. C'est complètement involontaire, c'est complètement de l'impro. Je pense qu'Herbit il n'y avait pas pensé en faisant ça. Tant c'est con, mais voilà. Pour avoir raté le film. MJ, moi j'ai aimé le film Justice League 2017 malgré le désastre de production. Tant mieux pour toi. Les cheveux d'MJ étaient mieux avant. Mais Si vous suivez mes vidéos d'avant cette chaîne, vous savez que j'ai régulièrement défendu les films de DC Extended Universe. Plus particulièrement Man of Steel, qui est mon Superman préféré, sans être le meilleur film Superman, ça c'est Superman Returns, et Batman Je le pense v toujours. Superman. Je l'ai défendu pour ses ambitions, mais aussi tabassé pour ses maladresses et ses sous. c'était quel épisode de Buffy dont on parlait Neko? Alors c'était pas un épisode de Buffy, c'était toute une saison de Buffy. C'était la saison 6 où les méchants réguliers c'était une troupe de geeks. Voilà. C'est un des nombreux éléments de la saison 6 que je trouve très intéressant et qui pourrait m'inspirer à fermer la IC un jour. Ce qui va être un petit peu compliqué avec le contexte de ce qu'on sait sur Whedon, mais ça peut être aussi très intéressant justement pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y avait dans la tête du mec quoi. Souci de concept, histoire d'apporter un juste milieu à la confrontation entre ceux qui pensent que c'est le pire film et ceux qui pensent que c'est Merci le Chouette meilleur. Blanche pour ton beat. Yo MJ, je viens de débarquer, quoi de neuf? Perso, comme Anto, j'aurais bien vu à l'époque son pseudo dans le rôle de Joss Whedon. Il a pas une barbe aussi épaisse, tu vois, mais après, ouais, peut-être, ouais. Je trouve que Hermit arrive quand même à le faire, tu vois. Woman. Ah oui, en effet. Bon, alors du coup, Suicide Squad, grosse dôme malgré un chouette casting, parce que oui, je défends Will Smith, Margot Robbie et même Jared Leto. Et on a... Oui, enfin, je le défends pour son jeu d'acteur. Pour ce qu'il a fait, il peut aller se faire foutre. Hein. Je le précise, hein, parce qu'il y en a certains justement qui confondent les deux. Genre, il faut absolument l'innocenter sur tout ce bordel parce que j'ai trouvé que c'était un bon acteur dans ce film-là. Et non, justement, c'est pas parce qu'il est bon acteur qu'il faut l'innocenter. C'est quand même un connard, quoi. Si tu parles d'autisme au cinéma, est-ce que tu pourras parler? Oui, je parlerai dans Trapta. Vous êtes une bonne centaine à me parler de ça. Vous en faites pas, je parlerai dans Trapta dans cet épisode. Oh, je crois que tu en parles dans une des vidéos de Big Bang Theory des méchants de Buffy. Ouais, voilà, le trio. Wonder Woman, probablement le mieux mené du DC Extended Universe, mais... Il a fait quoi, Will Smith? Rien. Je parlais pas de Will Smith, je parlais de Jared Leto, là, en fait. Si c'est moins impactant que Man of Steel, c'est mieux développé, mieux raconté. Et donc, Justice League, toujours réalisé par Zack Snyder, est raté. C'est pas le pire film de Voilà, tous les ça temps, c'était une c'est période moins où pire que Suicide je, Squad, comme peut-être j'étais toujours un petit peu inquiet sur les strikes au copyright et que j'évitais de trop utiliser d'extraits, fallait que je sois un peu plus inventif sur les calques, sur les trucs comme ça, voilà, en faisant que des petits trucs rigolos et tout, mais c'était pas aussi classe que les tableaux, mais En fait, si le film intéresse Voilà. réellement les cinéphiles et geeks, c'est pas tant pour l'adaptation d'une célèbre c'était vraiment limité comme format, mais je trouve que j'arrivais à me débrouiller sur certains Le points. bordel qu'a été la production de ce film. Un projet de diptyque annulé, des décisions artistiques dégagées ou imposées, changement de réal, devoir faire en un film une réunion à la Avengers qui lui fut préparée en 5 films, c'était un sacré bordel pour finir ce film. Et du coup, les fans ont cette idée que quelque part, un grand film pouvait en sortir, mais que l'accumulation des soucis de production ont tout foutu en l'œil. Donc essayons de comprendre comment on est arrivé là en étudiant chaque suspect. À commencer par vous. Juste un PNJ à la con que j'ai trouvé sur Google. Voilà. Alors, Chouette Blanche, merci pour ton beats. Il n'y a pas moyen de reprendre le popopo d'Hermite et Neko pour un seuil de donation? Peut-être à voir. Ouais. J'essaierai de voir si j'aurai le temps de faire ça. Alors, j'ai complètement oublié son nom et je suis une merde pour ça. Surtout que j'ai oublié de le créditer. Voilà, c'est un très chouette cosplayer que je croise très souvent à Paris Manga. Voilà, bah là, on est à Paris Manga. Je reconnais les poteaux et le vendeur de Dinner Burger juste en face. Voilà. Il était passé avec ce super cosplay de Superman. Voilà, avec une tête qui... Il est blond, mais ça le fait quand même, voilà, pour Superman. Et comme il est passé et tout, je me suis dit, allez, je prends mon téléphone portable. Est-ce que tu peux faire vite fait Superman qui pète un câble parce qu'on n'arrête pas de critiquer par rapport à la moustache d'Henry Cavill qui aurait soi-disant foutu en l'air le film, voilà. Et du coup, il est parti en total impro là-dessus. Et il se débrouille très bien. Au bon endroit, au bon moment. Totalement. Ouais, sérieusement, il y a des gens qui résument tous les défauts du film
à la bouche Paul Express d'Henry Cavill pour cacher une moustache que l'acteur s'est laissé pousser et qui n'avait pas rasé pour tourner les reshoots exigés par la nouvelle organisation du film, car ça faisait partie de son personnage dans le prochain Mission Impossible. Et au vu de la bande-annonce de ce film... Tu m'étonnes qu'il le privilégie à un film bordélique comme Justice League. D'ailleurs, maintenant que le film est sorti, Mission Impossible Fallout, je le reconfirme. Il a bien fait de privilégier Mission Impossible parce que c'était un bien meilleur film que Justice League. Surtout que sur pas mal de points, voilà, ça réussit certains aspects que Justice League se la pète d'accomplir, genre les héros un petit peu ambigus, un petit côté sérieux et tout. Et surtout, bah, Henry Cavill, il était vraiment bien dans celui-là. Il jouait un très bon antagoniste pour Ethan Hunt et tout. Non, franchement, c'est... J'espère qu'il fera plus de rôles comme ça plutôt que Superman. Parce que malgré tout son talent, malgré le fait qu'il est très bien en Superman, il est un petit peu sous-exploité, surtout dans Justice League, quoi. Alors, Xelaron, merci pour ton don de 10 bits. Rien à voir, mais as-tu vu Drunk? Vu que tu l'avais oublié dans ton tome de l'année dernière, je me suis dit que tu l'avais pas vu. Alors, je l'ai pas encore vu, mais... est-ce qu'on peut dire que c'est un film de 2020 ou de 2021 à ce stade, avec tout le bordel de distribution et tout? Parce que, on va dire, sortie française, il est sorti cette année, techniquement. Alors s'il est sorti cette année, peut-être que je le verrai et que peut-être que je le mettrai dans le top. Je sais pas. Après, c'est peut-être pas mon genre de film. Hein, faut être honnête, les tops et flops, c'est genre très subjectif. Voilà, j'assume la subjectivité pour ces vidéos, donc peut-être que ça va pas finir dans le top, tu vois, mais à voir, à voir. Alors, Chouette Blanche, merci pour ton beat. D'ailleurs, je suis le seul à trouver débile qu'un Superman qui sort de sa tombe n'ait pas de barbe. De quoi? Je suis le seul à trouver débile qu'un Superman qui sort de sa tombe n'ait pas de barbe. Pourquoi il en aurait une? Je sais pas, je suis pas spécialisé dans certains comics, quand il ressuscite, il se retrouve avec la barbe. Ouais, mais sinon, voilà quoi. Et franchement, ça me saoule tous les gens qui se plaignent de l'effacement de la moustache d'Henry Cavill. Alors oui, ça fait un effet vallée dérangeante, mais bon, ça ne m'a jamais gêné dans Paul Express ou Beowulf, et ça ne me gêne pas tant que ça ici. Mais je comprends que ça gêne d'autres. Mais surtout, il n'y a pas... Ouais, surtout que en plus, quand on regarde bien, c'est souvent des arrêts sur image très précis, quoi. Tu vois, genre l'expression qu'il a là, c'est genre pour dans 2 microsecondes, même pas. Et quand tu... Ben voilà quoi, si t'arrives à passer ce petit défaut, voilà, il essaie quand même de bien jouer, il a des échanges de dialogue intéressants, voilà, donc c'est vraiment un choix esthétique qui est certes con, hein, c'est con de devoir dépenser autant d'argent juste pour supprimer une moustache et de se retrouver avec ce travail un petit peu bâclé, mais au bout d'un moment, voilà quoi, est-ce qu'on pourrait pas juste passer à autre chose et regarder ce qu'ils font avec ces scènes rajoutées, quoi. Et justement, moi je trouvais qu'avec ces scènes rajoutées, Whedon, il avait essayé, il avait des bonnes idées par-ci par-là. De scènes avec ses effets un peu ratés que ça. Déjà que Superman lui-même est pas très présent. J'aime beaucoup ce faux poster. d'écran, donc... Ouais, on chipote à ce stade. Bon, surtout que niveau incruste moche durant les riches. Alors, Chouette Blanche, merci pour ton beat. Bah, j'aurais bien aimé qu'il y ait un truc du style la Mother Box ne marche pas, mais Superman sort lui-même de sa tombe car il a laissé l'espoir surgir sans le forcer à revenir. Bah, dans toutes les autres versions de la mort de Superman, il ressuscite de lui-même, hein. Au pire, il y a certains de ces robots kryptoniens qui vont le récupérer et lui donnent un soutien supplémentaire, mais tu vois, il est censé commencer à se régénérer dans son cercueil, quoi, tu vois. D'ailleurs, c'était suggéré dans la fin de Batman v Superman, mais faut croire que tout le monde a oublié. Slider en premier. Shoot, Aquaman est pire, parce que la longue chevelure d'Aquaman fait très perruque et mal préparée durant les séquences de reshoot. Ouais, ça se voit un petit peu, voilà, que c'est du Photoshop sur la plupart. Et pas seulement les cheveux, en fait, un petit peu tout le reste du corps, mais c'est vraiment dans les cheveux que tu te dis, ah oui, on n'est pas dans le même environnement, lui et les montagnes, quoi, tu vois. En fait, c'est quand même c'est quand que le nouveau Batman en film sort, c'est pas cette année, normalement. Ça devait être cette année, mais avec tout le bordel, avec le Covid et tout, ça va être l'année prochaine, je pense, hein. T'as vu Loki épisode 2? Ouais, c'était pas mal, hâte de voir ce qui va se passer après. Et aussi, si vous regardez mes vidéos, voilà, ça, je l'ai raté volontairement, cet effet. Parce que pour une fois que je réussissais l'effet d'incrustation avec les cheveux,
Peut-être que c'était de l'argent dépensé pour rien, que les FX utilisés sur cette putain de moustache auraient pu être utilisés pour peaufiner d'autres FX limites du film. Certes, mais ça reste débile de résumer tous les soucis du film à une... D'ailleurs, je suis le seul à trouver Cyborg moche. Son design, la qualité de l'image de synthèse et tout. Je suis le seul à trouver Cyborg moche. Surtout que c'est que pendant les dernières secondes de la Whedon Cut. Mais à un moment, tu vois qu'il se crée une espèce de plastron qui rend son design un peu plus joli. Toujours un petit peu moche, mais voilà quoi. Surtout que ça a essayé de compenser le fait que Cyborg, il a aucun icône. Alors que tous les autres héros, Wonder Woman, Superman, Batman, Aquaman, ils ont leur logo sur eux. Donc c'est un petit peu bête quoi. Alors salut, je voudrais commencer la série Watchmen. Qu'est-ce que t'en as pensé? Elle est très bien la série Watchmen. Je te la conseille vraiment. moustache. Surtout qu'on oublie le vrai problème de cette histoire. Qu'il y a eu des reshoots pour commencer. Exactement, ce qui nous amène à notre prochain suspect. Vous. Ah, pub, elle est bien placée. On est là pour défier. Pour une fois que c'est bien placé. On est des créateurs, des pionniers. On défie la logique qui dicte notre apparence, nos idées, notre personnalité. Parce que pour bâtir l'avenir, C'est joli 5 minutes, mais au bout d'un moment, faut continuer. Ah, écoutez, je vous arrête tout de suite. Je sais que je me suis raté. J'aurais aimé sauver le film, mais quand je suis arrivé, je voulais pas faire un gros film de super-héros avec beaucoup de personnages et de sous-intrigues dans des conditions de travail expéditives. Car, Voilà, c'est une des rares fois où vraiment je prends quelqu'un pour incarner une personne qui existe pour lui faire dire des trucs, je suppose, à minimum. Voilà, un truc qu'on a évité avec Michael Bay dans l'épisode de Transformers. Mais là, ça passe parce que c'est la plupart des trucs. C'est des trucs qu'il a vraiment dit dans certaines interviews et qui vont avec son état d'esprit et tout. Donc, je trouve que ça passe encore. Même si je pense que je ne referais pas un truc pareil, quoi. Parce que c'est un petit peu malhonnête, quoi, de lui faire dire ce que j'ai envie qu'il dise. Je me suis même retrouvé à faire des trucs que je n'aimais pas du tout, comme la scène où Thor fait trempette dans une piscine d'exposition. Ouais, ça d'ailleurs, il s'en plaint dans les commentaires audio de Avengers l'ère d'Ultron. C'est une scène qu'il a détesté faire, mais qu'il était obligé de faire parce que Kevin Feige et compagnie le faisaient un petit peu chier sur ce qu'il devait préparer pour les prochains films Avengers. Voilà, enfin, ce qu'il devait mettre en place pour les prochains films qui allaient sortir. Mais Whedon, voilà, il voulait quand même raconter son histoire et tout, et il voulait absolument la scène de la ferme. Et du coup, Kevin Feige, il a dû faire un marché avec lui. Ok, tu veux absolument cette scène de la ferme? Dans ce cas, tu vas nous faire cette scène pourrie qui vont introduire le concept des pierres d'infinité aux Avengers pour qu'on puisse préparer Infinity War après. Et voilà quoi. C'est un truc que je trouve intéressant sur Whedon justement, c'est que il est conscient qu'il a des défauts. Et il se le cache pas quoi. Il se cache pas que quelquefois il est obligé de faire un truc et tout. Il a pas la langue dans sa poche. Et quelquefois ça justifie pas ce qu'il a fait. Encore une fois, hein, c'est toujours un connard pour ce qu'il a fait avec ses collaborateurs. Mais tu vois, au moins on a un point de vue honnête sur les bordels qu'il a subis quoi. Et puis ton super-héros d'ici préféré, c'est lequel? Là je dirais Batman de tête, mais il y en a sûrement un autre. Hein. Bref, quand je suis venu dans le DCEU, c'était surtout pour faire un film plus modeste, un film solo Batgirl. Mais c'était le bordel dans la production de Justice League et j'étais vu comme un sauveur pour Warner et DC. J'aime beaucoup cette image, voilà, accueillir Joss Whedon comme un dieu alors que Joss Whedon il est genre... Ils leur propre Avengers. J'ai accepté pour que finalement l'envie de faire un film Batgirl disparaisse, autant pour moi que pour les producteurs. Alors, merci Azure Origins pour tes 2 bits. D'ailleurs, la scène de la ferme servait à rien, car les persos découvrent les pierres durant Infinity War pour quasi tout le cast. Même le teasing de Ragnarok est par accord, surtout avec Heimdall. Non, la scène de la ferme sert à quelque chose. Par contre, la séquence de la piscine d'exposition, vu que les pierres d'infinité sont réintroduites plus tard, ouais, ils servent un peu à rien. Au mieux, ça justifie pourquoi Thor fonce sur Vision pour lui transmettre de l'énergie et le sauver, quoi, tu vois. Mais limite, ils auraient pu trouver une autre justification ou un truc un peu moins bordélique, tu vois. Parce que vraiment, ça fait changement de dernière minute pour pouvoir préparer Infinity War. Même si, en effet, ça répond pas à toutes les questions. Ils sont toujours un petit peu dans le flou par rapport à Thanos, par rapport aux pierres d'infinité. Donc, à quoi ça a vraiment servi de forcer cette scène? Mais la scène de la ferme, par contre, je la trouve importante pour le développement de personnage, quoi.
C'est justement une séquence où les héros sont en pause, sont un peu plus naturels et commencent à parler vraiment de ce qu'ils espèrent, de leurs erreurs, etc. quoi. Et ton perso Batman préféré, moi c'est Alfred. Tu me poses des questions comme ça, tout d'un coup, j'ai pas le temps de réfléchir là-dessus, moi. Une carrière chaotique de correction des projets pourris et d'idées de films de super-héroïnes annulés, tu as enfin un succès planétaire qui devrait t'ouvrir toutes les portes pour faire tous les projets que tu veux, pour que finalement tu te retrouves avec une carrière chaotique où tu corriges des projets pourris et où tes idées de films de super-héroïnes se font annuler. De quoi? Ouais, je me suis un peu senti comme lors de l'annulation de mon projet Wonder Woman ou quand ils m'ont appelé pour sauver Titan AE, une production qui partait en couille, un autre film tout pourri qu'on m'a demandé de sauver. Ouais, ça d'ailleurs, c'est un truc assez triste, quoi, tu vois. Que Joss Whedon, il est commencé comme script doctor, voilà, le mec qu'on fait venir lors d'une dernière version du script pour essayer de le corriger, essayer de le rendre plus fluide, etc. Il a notamment fait ça sur Toy Story, sur Speed, sur Titan AE, évidemment. Je crois qu'il avait aussi fait ça pour Atlantide, je crois me souvenir, oui. Et ah oui, Alien la Résurrection. Et tu vois, c'est une période qui clairement le frustrait, qui avait envie de montrer son vrai talent en faisant Buffy, Firefly et compagnie. Et tu vois, avec tous les efforts et tout, il a rendu service au système hollywoodien en faisant leur Avengers et tout. Et au final, qu'est-ce qu'il a gagné? Bah, il refait le script doctor, limite, pour Justice League. C'est assez triste, quoi. Le mec, l'artiste qu'on force à être un script doctor, quoi. À être qu'un rouage supplémentaire dans l'industrie hollywoodienne, quoi. Il aura jamais l'honneur de la puissance d'un Tarantino, d'un Spielberg. Quelque part, tant pis pour lui, hein. Voilà, il avait qu'à pas merder. Mais voilà, quoi. Est-ce que pour la 100e, le personnage de Warner DC reviendra? Peut-être. Je vais pas te spoiler non plus, hein. Jamais vu Titan AE, ça, je savais pas que ça existait. Bah, c'est un film d'animation intéressant parce que tu vois, c'est un des rares films d'animation qui, surtout en 2D, qui veut vraiment faire de l'action un petit peu, pas vraiment edgy ou dark ou quoi. Non, mais limite, voilà, ça essaye vraiment d'être un space opéra un petit peu dur, un petit peu un vrai truc d'action, quoi, tu vois. C'est un des rares de films d'animation comme ça. Malheureusement, il est très mal écrit sur les bords. Et c'est fait par une équipe qui est clairement trop habituée à faire des contes, des films pour enfants et des trucs beaucoup plus mignons et qui arrivent pas à être naturels dans leur côté un petit peu cool et badass, quoi. Pourtant, ils essayaient, tu vois, mais probablement un des plus mauvais Don Bluth, le réalisateur qui avait fait bien avant Le Secret de Nîmes et Fievel. C'est assez triste de voir que c'est son dernier gros film sur grand écran, quoi. Il aurait dû s'arrêter sur Anastasia. Je sais qu'il y en a beaucoup qui critiquent aussi Anastasia, mais tout compte fait, peut-être qu'Anastasia ça aurait été une meilleure façon de partir que Titan AE, quoi. C'est quoi le sac blanc à côté de toi? Ah bah j'ai oublié que je... c'est mon repas du soir, c'est Chopstick Co. Voilà, c'est un asiatique, voilà, très bon. Mais voilà. Avec le lutin magique. Oui, ouais, j'avais oublié le lutin magique, ouais. Donc peut-être le lutin magique c'est le pire. Ça reste mieux que le lutin magique, ouais, allez. Ah ça! Bon, il était pas si mal que ça, ce film. Si. Si, il était. Ouais, ça d'ailleurs, c'est. Encore une fois, je ne le surinterprète pas. Joss Whedon est vraiment persuadé que c'était de la merde, Titan AE, quoi. Pour lui, c'était genre un des pires films sur lequel il a jamais bossé. Et quand tu sais le genre de film sur lequel il a bossé, c'est dire, quoi. Alors, Xelarand, merci pour tes 30 bits. Je me souviens de la réaction de Joss Whedon face à Alien Resurrection. Il a beau avoir respecté Jeunet pour avoir gardé le scénario tel quel, il s'est pas gardé de fustiger le film pour autant. Ah ouais, il a son petit caractère, Whedon, hein, ça on l'avait remarqué. Pour en revenir à C'est un euphémisme. Je vais pas chercher à le cacher. Je veux dire, le générique d'ouverture, c'est moi qui ai choisi la chanson. Parce que... Voilà, là en quoi, encore une fois, il a littéralement dit sur Twitter, comme vous pouvez le dire. Voilà, la nana qui, je crois que c'est la chanteuse justement, qui met les couplets de la chanson. Et Joss Whedon, je l'ai mis dans Justice League aussi. Ouais. Voilà, juste pour montrer qu'il était en total mode Osef en faisant ce film, tu vois. Qu'elle résume parfaitement l'état de désespoir qu'était ce film. J'ai même mis un plan qui résume mon ressenti sur ce film. J'ai essayé. I tried. Mais même sur Twitter, je le cache pas. J'ai même liké un tweet. Voilà, Joss Whedon qui est d'accord pour dire que Steppenwolf est un des pires méchants. Après, quand tu sais qu'il a énormément craché sur le film de Zack Snyder, tu te dis ah ouais, c'est mesquin, quoi. Mais quand même.
qui disait que Steppenwolf était l'un des pires méchants de films de super-héros. Ouais, donc du coup, je me dédouane totalement de la situation. Je veux dire, je sais que j'ai sûrement aggravé la situation encore plus, mais... C'est marrant parce que moi je trouve que t'as plus amélioré le film qu'autre chose. Quoi? Ouais, tout ce que Joss Whedon a apporté n'était pas mauvais. Son humour n'était pas forcément au mieux, certains plans étaient moins inspirés que Zack Snyder. C'est vrai que là, quand tu compares, tu vois encore en effet, il y a eu un petit changement de. Là, la coiffure de Aquaman n'est pas exactement aussi lisse ou quoi. J'adore ce plan de Ben Affleck qui est genre. J'ai obligé de tourner ce truc. Pourquoi il y a un fond vert pour une telle discussion? Et on perd le percutant des précédents films. Certes, ce sont des soucis plus ou moins... Chris Terrio est aussi mauvais que ça en scénariste. Peut-être que quand il fait des films militaires politiques, ça passe. Mais quand il fait des trucs épiques comme Justice League ou Star Wars, clairement, on retrouve les mêmes défauts de scénario et on commence à voir que ouais, il est un petit peu nul pour faire ce genre d'histoire-là. J'avais oublié cette affiche là, Snyder versus Whedon, Dawn of Rotten Tomatoes, avec marqué au-dessus Martha. Directement lié à l'intervention de Whedon. Mais il a apporté pas mal de bons trucs. La scène avec les gosses qui interviewent Superman, c'était une très bonne scène. En fait, toutes les scènes rajoutées de Superman font quelque chose de nouveau pour le personnage de la trilogie de Snyder, le rendre attachant. C'était un gros souci avec Man of Steel et Batman v Superman. Voilà, ça je l'ai un petit peu redit justement dans ma vidéo sur la Snyder Cut, et ça mérite d'être redit, je veux dire, c'est un gros échec narratif dans l'ensemble des trois films, d'essayer de montrer Superman comme étant un symbole d'espoir, de positivisme, voilà, la lumière au bout du tunnel, mais que sous Snyder, aucun des trois n'a réussi à faire de Superman vraiment quelqu'un de positif, quelqu'un de touchant, etc. Là où Whedon, il avait fait un peu plus d'efforts, tu vois. On a beau critiquer Whedon, mais il a compris que l'essence de Superman, c'est quand même de le rendre positif, limite naïf, quoi, tu vois. Somehow the mother box fait le café. Le manque de développement de personnages qui se limitent souvent à des figures mythologiques plus que des humains touchants. Ouais, ça a toujours été un handicap chez moi. J'adore Superman, mais j'ai toujours eu du mal à partager ma passion avec ceux qui ne l'ont pas déjà. Du coup, j'étais plus fasciné par Superman que par Clark Kent. Là où vous, Whedon, vous avez un style d'écriture qui rend vos personnages de suite attachants. Ça a même un peu corrigé le problème intrinsèque du film Justice League, à savoir apprendre à connaître ces personnages qu'on n'a jamais vus avant ce film Réunion. Flash devient vite attachant. Ouais, ça d'ailleurs, c'est un truc qui m'avait impressionné la première fois que j'avais vu le film. C'est, je m'attendais à ce que Cyborg, Flash et même Aquaman seraient vite oubliables parce que justement, ils n'ont pas eu de film d'intro ou quoi. Mais Cyborg, limite, dès sa première scène, j'étais genre, ouais, je comprends ton problème. Ouais, franchement, je suis avec toi, je comprends ta colère envers ce mec, je comprends que tu t'inquiètes et tout. Non, franchement, la scène où il discute avec son père, voilà, en expliquant que hier je savais pas encore voler et pourtant voilà où j'en suis, voilà. Je sais pas, si ça se trouve c'est Snyder qui a tourné cette scène aussi, tu vois, parce que comme Warner n'allait jamais le laisser faire un film de 4 heures, Snyder il a probablement déjà commencé avant de se faire dégager à faire certaines scènes qui remplacerait d'autres scènes, tu vois, justement pour donner les informations de façon beaucoup plus directe et tout, parce que ça arrive souvent, tu vois, de faire des scènes alternatives, c'est pas qu'une question de on remplace le réalisateur ou quoi, voilà, c'est forcément lui qui a fait ce changement. Non, quelquefois, c'est juste le réalisateur qui le fait parce que les producteurs ont exigé que on la refasse, mais avec une version alternative, là. Alors là, j'ai eu un Yum Groot, j'attends le retour. Et du coup, voilà, la scène avec Cyborg, ça arrivait à me faire comprendre alors que c'était probablement celui où j'avais le plus de doutes en termes de personnage. Et Sakina, bienvenue parmi nous. Parce que, bah, comme je vais le dire plus tard, Cyborg, je trouve qu'il a pas sa place dans la Justice League. Autant dans Teen Titans, il est très bien. Dans Justice League, autant c'est une équipe avec un certain prestige où Cyborg, ça marche pas trop. Selim Djebari, bienvenue parmi nous. Genre, par exemple, j'aurais préféré qu'il y ait genre Green Lantern ou Martian Manhunter, tu vois. Même pour garder, pour avoir le noir du groupe, voilà. Parce que tu vois, Green Lantern, moi, il a un côté iconique. Pareil pour Martian Manhunter ou même Hawkgirl ou d'autres héros. Voilà, parce que la Justice League, c'est censé vraiment être le nec plus ultra des héros, vraiment dans leur forme la plus iconique, la plus parfaite et tout. Et Cyborg, tu vois, c'est difficile de le rendre iconique parce que justement, il n'a pas été pensé
pour être un grand super-héros, il a été pensé pour être un membre d'une équipe de super-héros, tu vois. Donc, du coup, il n'y a pas tous les composants qui font un héros complet. C'est un petit peu con que... oh là là, vous dites ça parce qu'il est l'arc... bah non, Green Lantern, voilà, on pouvait prendre la version... j'ai oublié son nom, mais voilà, celui qu'il y avait aussi dans la version de Bruce Timm. Et Martian Manhunter, bah, dans toutes les autres adaptations, maintenant, il est noir. Donc, voilà. Cyborg est mieux dans Young Justice Outsider. Bah, je suppose. Justement, dans une équipe comme du Young Justice, il le fait, quoi. John Stewart, merci. Voilà. Oh, Batman a des moments étrangement mignons quand il essaye de sympathiser avec le groupe. Genre, Oui, ça, j'adore le fait que... Même un petit peu dans la Snyder Cut, il y a des moments où Batman est mignon. Genre par exemple le fait qu'il fait un grand discours à Flash, genre je suis en train de créer une équipe et tout, et que quand Flash lui dit tout de suite arrêtez là, je suis partant, et j'adore son sourire à ce moment-là, Ben Affleck, c'est vraiment le seul moment où vraiment il avait l'air humain en Batman, où vraiment il était genre oh mon dieu, j'ai réussi enfin, il était vraiment pas vraiment ému tu vois, mais genre oh cool. J'ai réussi à en convaincre un, quoi. Oui, il est bien comme personnage dans Teen Titans. Ouais, voilà. C'est le genre de personnage qui marche en équipe, mais en solo ou en membre d'une équipe où justement c'est censé être la réunion des plus grands super-héros, ça marche pas trop, quoi, tu vois. Le truc aussi, c'est que Cyborg, il a pas vraiment son univers à lui, quoi. Dire Flash, il a son univers à lui, Batman pareil, Superman pareil, Wonder Woman pareil, Aquaman évidemment, il a tout l'océan limite, mais Cyborg... Dites-moi un méchant exclusivement à Cyborg. Pas un méchant qu'on retrouve aussi dans les qui fait aussi combattre les Teen Titans et Justice League. Mais citez-moi un méchant, vraiment une némésis à Cyborg. À part le méchant Cyborg d'une autre dimension. Même Starfire a un peu son univers comparativement à Cyborg. Oui, on peut dire ça, mais pareil, tu vois, elle a pas vraiment la composition qui fait qu'elle est digne d'être sa propre héroïne solo ou d'être dans une équipe comme celle de la Justice League, tu vois. Cyborg, il est même dans les comics, je comprends pas pourquoi. Bah, dans les comics, si, c'est normal qu'il soit dans les comics, mais dans les comics Justice League, je comprends pas. Voilà, il y avait pas un gars qui voulait le rendre full robot? Peut-être, tu vois, mais rien que le fait qu'on n'arrive pas à retenir son nom, tu vois, encyclopédie libre. Murder Machine, le Batman Cyborg. Ah, peut-être. Peut-être, je vois pas. Beaucoup de gens parlaient des New 52, mais c'est quoi au juste? C'est un reboot très récent des comics d'ici. Jetsuyaki, bienvenue parmi nous. Et c'est un reboot qui était très polémique parce que d'un côté, ils essayaient de redémarrer tout l'univers pour que les nouveaux spectateurs puissent s'y mettre. Mais de l'autre côté, ça continuait quand même les histoires qui avaient commencé dans le précédent reboot, voilà, dans le précédent univers. Du coup, les nouveaux spectateurs, ils étaient dans la merde. Mais en plus, les nouveaux spectateurs, même les spectateurs habituels, ils étaient quand même mis de côté parce que les canons, ils étaient foutus en l'air. Et en plus, ils essayaient vraiment de rendre les super-héros edgy, super dark et tout, alors que... Enfin voilà quoi, c'est pas pour ça qu'on lit du DC Comics à la base. Shazam a un certain univers avec une mythologie. Pareil, oui, exactement, même Shazam, tu vois, il est toujours un petit peu le newbie dans la Justice League, mais pourtant, voilà, il a sa place dans la Justice League. Bon, avec son physique et ses pouvoirs, il fait un peu redite de Superman, c'est vrai. Mais il a sa place, quoi. Je trouve qu'il a plus sa place que Cyborg, voilà. Chouette Blanche, merci pour ton beat. Après Martian Manhunter, je connais pas non plus son univers en dehors de la Justice League. Ouais, mais tu vois, il a quand même Mars, il a quand même une némésis spécifique et tout. J'ai oublié son nom, mais il en a une en ennemi de Cyborg, Rick Deckard. Ah, peut-être. Je le connais pas celui-là. Faut dire, Cyborg, vraiment, je le connais principalement grâce aux adaptations où il est dedans, parce que dans les comics, je lis pas beaucoup de comics avec Cyborg, quoi. Les New 52 n'ont pas fini récemment. Là, on a dépassé le stade du récemment parce que maintenant, on a un nouveau reboot qui a été fait depuis longtemps, un nouveau canon qui s'appelle le canon. Comment c'était? Rebirth, voilà, qui a déjà changé de nom entre temps. MJ, feras-tu un formula sur les deux films Scooby-Doo? Non! Y a rien à dire sur ces films, c'est des daubes. J'aurais jamais compris l'intérêt de le mettre dans la Ligue des Justiciers. Oui, je sais, il est aussi membre de la la Justice Justice League League dans les comics. Mais Même là, même quand il est dessiné par Jim Lee, je le trouve moche.
Tu vois, là, tu vois, tu as Flash avec son costume uniforme, tu as Batman avec son costume classe, tu as Green Lantern, tu as Aquaman et tout. Voilà, merci Azure Origin pour tes 3 bits. Et surtout, c'est abusé comment tout a changé dans après Flashpoint. Même le Arrowverse a mieux géré ça. Et il a des détails qui changent. Pas l'univers entier depuis la nuit des temps. Ouais, c'est un peu chiant ça. Les comics, je comprends pas qu'est-ce qu'il fout là. Il fait juste tâche. C'est parce qu'il est black, c'est ça? Non, parce que si t'avais pris John Stewart Ouais, comme comme je le Green disais. Lantern ou Martian Manhunter joué par un acteur black comme le font toutes les séries adaptées. Rick Descartes, c'est le chasseur de réplicants dans Blade Runner. Ah, d'accord, c'était une blague. Bah, je suis tombé dedans. Et ben même lui était bien développé. Je savais pas qu'il s'appelait Rick en fait. Je savais qu'il s'appelait Descartes, mais Rick. Responsables comme le changement du ciel apocalyptique durant le final sont de bons plus. Je suis même prêt à pas. Ouais, bon, après, ça, j'ai un petit peu changé d'avis justement parce que maintenant qu'on a vu la version finale du film, on voit que, ouais, c'est un peu mieux géré dans la Snyder Cut, le choix graphique de ce final, quoi. Même le montage et le reste et tout. Par contre, pour Steppenwolf, comme vous l'avez vu dans la vidéo sur la Snyder Cut, je le pense toujours. Vous voyez que c'est lui qui a écrit le seul bon dialogue de Steppenwolf. Mais enfin, pourquoi tout le monde me répète cela? Ou même la scène sauve une personne, tu sauras quoi faire après. Des tas de petits trucs très Whedoniens qui renforcent le script, l'histoire et les personnages. En fait, le seul truc qui serait apparemment dû à Joss Whedon que je serais prêt à critiquer, c'est le remplacement de Jackie Ansel, le compositeur de Batman v Superman et surtout de Mad Max Fury Road, par Danny Elfman. Quoi? Mais il est où le souci? Il est très bien, Elfman. Il l'était. Mais maintenant qu'il a fait la musique de 50 nuances de Grey, je sais pas, il a perdu son talent, il fait de la musique encore plus insipide que du Alexandre. Et il continue à en faire. Hein, ses dernières compositions sont toujours aussi bien dites. C'est pour ça que ça me fait un peu chier que Danny Elfman débarque dans le prochain Doctor Strange. Qui, déjà, le premier Doctor Strange, il avait pas une super musique, mais avec Danny Elfman, j'ai peur que ça va être pire, quoi. Même Tim Burton veut plus de lui. Et puis c'est sans parler de cette interview. Ça m'énerve quand les suites n'utilisent pas les thèmes musicaux des précédents films. C'est pour ça que j'ai utilisé absolument aucun thème de Je suis très fier de mes conneries, des fois. qui vient totalement de reproduire Foutre taille dans mon lit avec une perruque à la con et des lunettes nulles et chier. Et la musique du premier film Superman. Ce qui n'est absolument pas les premiers thèmes qu'on a fait pour ces personnages, mec. Et pour Flash, j'ai pas utilisé du tout la musique que j'ai fait pour lui dans les années 90. À la place, j'ai mis la musique que j'avais fait pour Hulk. Voilà, et pour les mouvements de caméra comme ça, c'est parce que littéralement le trépied était sur le lit en même temps que lui. Donc du coup, chaque fois qu'il bougeait, la caméra bougeait avec lui. Moi, j'étais derrière comme un con, essayer de faire gaffe que la caméra ne tombe pas dans un faux mouvement, quoi. Je sais pas pourquoi. Et pour Superman, j'utilise sa musique dans les moments particulièrement glorifiants, comme quand il devient ma boule ou qu'il fait un gag nul. C'est fini. C'est fini. Excusez-moi. Je sais pas c'est quoi qui me fait le plus rire. Le fait que j'ai étouffé Danny Elfman ou que j'ai étouffé Tai. Il est toujours en vie, vous en faites pas. Tu viens de tuer Danny Elfman? Espèce de monstre! Mais pourquoi vous l'arrêtez pas, lui? C'est juste l'assassinat d'une vieille légende de la musique de film. Il y a pire. Genre vous qui massacrez un film en rajoutant de l'humour alors que le film se voulait sérieux. L'humour était là depuis le début, en fait. Ah bon? On voit toi les premières bandes annonces. Avant que j'arrive dans le projet, tu verras que l'humour était déjà là depuis le début, en fait. Ok, j'en ai rajouté, certes, mais la décision datait de bien avant. Les gens, tu peux parler, Joss. Joss Whedon, c'est un gros connard qui a fait de la merde, on est d'accord, mais il a pas tué un mec, quoi, tu vois. Il a tué personne, Joss Whedon, quoi. Ça va, calme-toi. Il commençait déjà à faire ça au moment de tourner Suicide Squad et Wonder Woman. En fait. Mais là encore, l'intervention de Joss Whedon est due à un Tu l'as trouvé comment, le premier Doctor Strange? Correct. Ouais. problème en amont. Et ce problème, c'est vous. Love you. Mais oui, tu arrives. Alors, Chouette Blanche, merci pour ton bit. J'ai l'idée de faire un super-héros qui a comme concept d'être un enfant... Attends, merde. Un enfant accueilli par une jeune femme autiste, un fan de comics, et ainsi il grandit dans cet univers de super-héros et apprend à devenir un héros pour son monde. Tu aurais des conseils pour rendre... Alors, je suis désolé de te le dire, Chouette Blanche, mais... Ce que tu racontes là, c'est... Il s'appelle... On l'appelle Jake Robot. C'est un film de super-héros italien. Alors, elle lisait pas les comics et elle l'élevait pas vraiment. Mais tu vois, il y avait quand même un petit peu de ça. Désolé. C'est toi le responsable, espèce de fils de pute. Oh,
Tu nous as abandonnés, voilà. Tu nous as lâchés comme un âge et tu as resté à ta place quelqu'un de beaucoup moins talentueux que toi. Espèce de sale enfoiré. Non, sérieusement, ferme ta gueule. Qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense, hein? Qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense? Ma fille s'est suicidée. Oh. Je te l'avais dit de fermer ta gueule. Connard. Ouais, beaucoup de soucis. Est-ce que c'est Stéphane? Oui, c'est Stéphane. Mais franchement, je me vois mal lui reprocher, vu qu'il a dû partir pour retrouver sa famille après un terrible drame, et qui, franchement, n'avait plus la tête à faire un film de super-héros plus lumineux que les précédents films. Mais après, le travail de Snyder, avant son départ, peut être étudié et jugé, et... oui, on peut y voir des soucis. Déjà, son imagerie de moins en moins inspirée, ses tentatives d'humour à la Marvel qui quelquefois marchent, et d'autres fois... il est clairement passé sur Facebook, et le script lui-même qui n'a plus l'ambition politique, morale, dilemme des constructions de super-héros à la Watchmen des Ouais, et ça d'ailleurs, maintenant qu'on a la Snyder Cut, on peut reconfirmer qu'on a toujours ces soucis-là de design, d'absence de thématique et de l'humour un petit peu nul, quoi. Chouette Blanche, merci pour ton beats. Ah d'accord, je savais pas, j'irai le voir, ça peut m'inspirer. Surtout que j'ai envie d'en faire un super-héros autiste qui apporte de l'espoir comme Superman. Ça devrait se trouver. précédents films. Ni même le percutant des scènes d'action qui sont bien molles comparées au fun, dynamique et puissant Man of Steel. Parce que c'est censé l'être, j'avais prévu de rendre ce film moins dark que les autres pour la logique thématique des héros qui apportent de l'espoir. Ouais, bon, là, j'avoue, c'est un petit peu moins qui surinterprète ce qu'il tentait de faire, voilà, parce que au final, maintenant, on a la preuve que non, il voulait continuer à faire du truc edgy dark, même si ça avait plus de sens de continuer dans cette voie-là. C'est juste que pour moi, ça me paraissait logique que, ok, Man of Steel, Batman vs Superman, c'est dark, mais au moins ça a un sens, tu vois, parce que justement, Man of Steel, c'est Superman qui arrive dans un monde qui n'a pas d'espoir et qui a besoin de... qui essaye de le retrouver. Batman vs Superman, c'est vraiment la fin de la tragédie de cette civilisation qui s'autodétruit au lieu de se trouver des idéaux. Et la logique thématique aurait dû être, justement, Justice League qui allait être beaucoup plus lumineux, parce que justement là l'espoir arrivait enfin, on arrivait à faire revenir Superman, à créer de nouveaux super-héros, mais finalement non, la Snyder Cut limite elle est encore plus déprimante que Batman v Superman et Man of Steel, parce que on te reconfirme à la fin que la fin du monde va arriver, quoi. Ouais, quand on voit la Snyder Cut, ouais, voilà, ça c'est le seul truc où j'ai un petit peu surinterprété. Alors apparemment il y a un problème de bande passante, non, ça a l'air de tourner encore, donc tant mieux. Le Superman de la CW, putain, allez, est bien plus humain. Exactement, ouais. Là, j'aime beaucoup le Superman et Lois, ça sans problème. Parce que malgré ça, le film est moins... Ouais, une logique retour du Jedi en quelque sorte. Ouais, voilà, ouais. Le jeu est en dessous de ce que faisaient les précédents films. Et au final, c'est Man of Steel qui se retrouve... Ouais, d'ailleurs, même dans la Snyder Cut, les enjeux sont beaucoup moins... Tout ce qu'ils ont trouvé pour essayer de rendre les enjeux plus importants, c'est de dire, en fait, sur cette planète, il y a l'équation anti-vie, et si Darkseid la trouve, il va que dominer l'univers, quoi. C'est littéralement tout, parce que dans le film lui-même, l'enjeu principal, c'est juste le terraformage de la Terre, quoi. Et encore, le terraformage par Darkseid, apparemment, c'est moins grave que le terraformage par les Kryptoniens, parce que au moins... il y a des survivants sous Darkseid. Là où sous Zod, tu vois, tout le monde allait mourir, quoi. C'est bien quand les super-héros apportent de l'espoir. Pourquoi oublier ça? Bah, parce que c'est pas cool. Ouais, on retrouve avec le plus gros enjeu et le meilleur final. Et c'est le premier film de cette trilogie chaotique. Même les rumeurs sur Black Superman, beaucoup pensaient que ça, Superman c'était un fake. ressusciterait de son côté et sortirait avec une barbe et costume noir, et que Whedon a remplacé ça par Batman qui ressuscite Superman avec la boîte mère et amenant à la scène où Superman devient fou. Mais non, on peut voir... Ça d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont cru que c'est Whedon qui avait refait toute cette séquence. Hein. Comme quoi cette image de Black Superman serait un fake. En fait, encore une fois, Whedon a même corrigé ce passage en mettant en place un stratagème de Batman consistant à faire venir Lois pour calmer Superman, montrant une bien meilleure préparation pour ce plan risquant de tourner Pet Sematary. Alors que dans le montage de Snyder, beaucoup de sources disent qu'elle passait juste par là et a entendu du bruit. Encore une fois, Whedon a... Ouais, bon, là, finalement, dans la Snyder Cut, Snyder avait rajouté encore une scène qui a corrigé quand même ce problème. Mais voilà, quoi, je trouve que... Ça rend Batman moins con de préparer le truc en disant à Alfred de faire venir Lois au cas où, tu vois. C'est pour ça que Superman retourne sa bidée. Ouais.
D'ailleurs, c'est quoi cette équation? C'est un gros MacGuffin qui va permettre à Darkseid de dominer l'univers, en fait. Voilà, c'est compliqué cette histoire d'équation en TV. Porter de bons changements malgré quelques ratés, car l'intention de marveliser Justice League se faisait dès la fameuse Snyder Cut. Mais ça, c'est pas à cause de moi, hein. C'est quoi Pet Sematary? C'est un film écrit par Stephen King sur des morts qui ressuscitent. Et ça part mal. Et c'est une référence que Flash faisait dans la VO. C'est pas encore parfait. C'est cimetière, ouais, voilà. Ça. Cruel. Ah Si je dois continuer à me répéter à chaque fois, on ne va jamais. Oui, ça va, Disney, on a compris, tu sais toujours pas écrire des méchants maintenant. Tu peux fermer ta gueule. Il est joli ce doigt. Et on peut le rendre meilleur. Laisse-moi le découper. C'est vrai qu'il a l'air un peu suspect, mais je suis pas sûr. T'es sérieux? Ça d'ailleurs, on en est toujours à ce stade, hein. Les fans se disent toujours pas, tiens, c'est peut-être à cause de Warner et DC que le film est pourri. Non, 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 c'est la faute à Whedon, non. Limite, ils protègent Warner et DC Comics maintenant. Ce sont des commandes. Ce sont les grosses compagnies de bande dessinée qui sont maîtres de ce qu'on fera de leurs œuvres et les plus grosses compagnies. Je ressuscite les morts, ça tourne mal. Explication vlog. T'as kiffé jouer WC? Ouais, c'est un personnage moins rigolo à faire quelquefois. Je suis sûr que Zack Snyder a voulu en faire son œuvre, mais quand le film en question est un pilier. Regardez, on essaye vraiment cette fois. Les libertés sont permises, car l'important, c'est pas la vision du réalisateur ou de son équipe, mais le plan. Green Lantern Corps juillet 2020. Ouais, d'ailleurs, putain, je reviens un petit peu sur le plan parce que la moitié des projets qui ont été annoncés dans ce truc. D'ailleurs, je sais pas si c'est un truc sourcé ou quoi, mais la plupart des projets, justement, ils sont tombés dans l'oubli, quoi. Je veux dire, bon, Captain CC War, film Tortue Ninja, Doctor Strange, Shazam, voilà. Voilà, mais c'est là c'est con parce que c'est super pixelisé et tout. Je peux pas le faire monter sinon j'ai des soucis. Mais voilà quoi, devait y avoir un nouveau film Superman. Devait y avoir qu'est-ce qu'il y a d'autre film Captain Marvel, ça c'est bon. Black Panther, ça c'est arrivé et tout. Un Justice League 2, voilà. En plus pour l'annoncer ça, ils avaient pris le logo du comics et tout. Voilà, la plupart des projets qui devaient arriver. Voilà, Green Lantern Corps, je vois qu'il y en a un là. Bah, la plupart, justement, ils sont tombés dans l'oubli parce que, justement, il n'y a plus l'ambition de faire un univers étendu qui tease de gros événements avec les Justice League et tout, mais voilà quoi. Tortue Ninja. Ouais, en fait, là, c'est les annonces pour tout ce qui est film de super-héros en général, quoi, tu vois. Et Tortue Ninja, justement, ça devait être le deuxième film produit par Michael Bay, ça, à cette époque. Green Lantern Corps juillet 2020. C'est vrai, il sera bien découpé. Flashpoint. Ouais, c'est pour ce genre de conneries que je me suis cassé de Studio Marvel après Avengers 2. Parce que malgré mon envie de raconter une certaine histoire, je me suis retrouvé à suivre le plan des producteurs. Et c'était comment la concurrence? Oh, je me suis mis à suivre les plans des producteurs qui copiaient les plans d'autres producteurs. Tu crois que c'était comment? Encore une fois, beaucoup de la simplicité de l'enjeu et de l'intention de faire du film fun et rien d'autre de cet épisode était déjà dans ce que les gens appellent la Snyder Cut. Et connaissant le style de Snyder, il n'aurait certainement pas voulu de ça. Et encore moins foutre de fin post-générique car Christopher Nolan, le producteur de Man of Steel... Ouais, bon, finalement, il en a tourné qu'une seule, hein. Mais dans sa Snyder Cut, il a quand même monté comme si ça faisait partie d'un gros épilogue à la Retour du Roi ou je ne sais quoi, voilà. Mais clairement, la séquence avec Deathstroke, c'était fait pour être du post-crédit, quoi. Tu vois, c'est tellement évident dans sa construction et tout. Le fait que ça tranche complètement avec le discours qui devait apporter une conclusion thématique, voilà, quoi. Et puis pareil, voilà, justement, Christopher Nolan qui produit les films... Il est en mode, voilà, il faut pas mettre de scène post-générique. Donc clairement, même Christopher Nolan n'avait plus de contrôle sur ces films-là, quoi. C'est vraiment, c'est Warner et DC qui décident comment vont faire les films. Donc du coup, est-ce que c'est vraiment pertinent de le reprocher à Joss Whedon plutôt qu'à ceux qui ont commandé le film, quoi. Ça me paraît beaucoup plus pertinent de taper là-dessus, quoi. Je suis sûr, même dans la Snyder Cut, les producteurs ont imposé des trucs. Ouais! Comme je disais dans ma vidéo sur la Snyder Cut, les bases du scénario, ça reprend la formation de la Justice League selon les New 52, qui ont été écrits par Geoff Jones, qui est le producteur du film. Et justement, ça montre que c'est autant le film des producteurs que Snyder, en fait. Car selon lui, ça ne fait pas vrai film. Ça, plus
plus le fait que la vision de Snyder était déjà bien démolie dès la pré-production, donc bien avant qu'il commence à tourner le film. À l'origine, Justice League devait être un diptyque, à savoir un film où tout va mal, Superman devient méchant et rejoint Steppenwolf et provoque la fin du monde que l'on voit dans le cauchemar. Voilà, maintenant il prétend qu'en fait il allait garder ça pour Justice League 2 et 3, voilà, parce qu'il voulait faire une trilogie complète. Mais à la base, ce qu'il avait expliqué, c'est que le coup de... on va voir Superman qui va devenir méchant et à la fin Batman et Flash ils vont voir pour remonter dans le temps pour empêcher ça. Ça devait se passer dans le diptyque, dans le premier film Justice League. C'est pas arrivé parce que Warner et DC ils se sont dit bon on va pas plus te laisser avoir une liberté artistique vu les critiques de Man of Steel et Batman v Superman. Maintenant tu fais ce qu'on te dit, tu vas faire qu'un seul film et sans faire chier. Voilà. Comment ça t'as fait un film de 4 heures mais connard de Batman dans Batman v Superman pour qu'à la fin Flash remonte le temps afin d'empêcher ça, amenant à un deuxième film où la situation est sauvée. Donc la Snyder Cut ne sera finalement pas si différente ça de la Whedon Cut parce que au final les deux cuts sont des DC et Warner Cut. Mais même si cette version était différente, la Snyder Cut ne verra jamais le jour parce que le remontage perpétuel de cette version... Voilà, alors, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ah ah, tu t'es gouré là-dessus !» Mais comme je le disais dans ma vidéo de la Snyder Cut, à l'époque, on pouvait pas se dire, c'était vraiment de la science-fiction de se dire ouais, les producteurs de Warner et DC Comics, ceux qui ont décidé que le film devait être comme ça et pas autrement, des années après, ils vont dire ouais, non, finalement, on va laisser à ce réalisateur dépenser des tas d'argent pour faire un film dont la hype est passée depuis un moment, les spectateurs lambda s'en foutent maintenant, juste pour qu'ils puissent finir le film tel qu'ils voulaient. Ça arrive jamais! Ça arrive jamais, tu vois. Les quelques films qui ont eu droit à une director's cut et tout, généralement c'est qu'une question de montage, quoi. Limite, ça leur coûte rien de lancer une director's cut. Au mieux, ça lance une nouvelle édition du DVD sur laquelle ils vont se faire du pognon. Mais un retravail comme la Snyder Cut, c'est la première fois que ça arrive. Il faut retenir ça, c'est une première dans l'histoire d'Hollywood, quoi. Donc du coup, ouais, évidemment que je vais dire ça arrivera jamais, vu qu'à l'époque, ça semblait impossible d'arriver, quoi. A entraîné pas mal de séquences qui sont avec des effets spéciaux non finalisés. Justement, voilà. C'était plus important de faire des scènes post-génériques où on efface la moustache de Henry Cavill plutôt que de finir des scènes qui rendent le récit plus fluide. Donc Warner et DC, ils sont pas prêts de dépenser des millions pour finir une version qui ne les arrange pas du tout. Et au final, Zack Snyder et Joss Whedon n'ont été que les instruments d'un plan qui fonce dans le mur. Je veux dire, c'était absurde après Batman v Superman de continuer avec la même équipe, alors que clairement, ils ne voulaient plus de films de ce style au vu de ce qu'ils ont fait à Suicide Squad. Je veux même dire, les mecs veulent tellement faire comme Marvel... Ce sera peut-être le dernier cas. Possible. Parce que c'est tellement exceptionnel, quoi, que ça m'étonnerait pas qu'on le refasse plus. Marvel Studios a beaucoup de défauts et ils comptent plus sur des yes man que des réalisateurs talentueux, ouais. Mais eux, au moins, ils ont une direction créative claire. À savoir créer un univers cohérent qui amènera à un gros événement avec Infinity War. C'est plus du fanservice qu'autre chose, mais au moins il y a une intention de créer et de raconter une histoire de leur part. Mais Warner et DC Comics veulent juste faire comme d'autres films à succès. Au début, c'était reproduire le ton de The Dark Knight, et maintenant, c'est mal copier la tactique Avengers. Perso, je m'en fous de la Snyder Cut, j'ai envie de Godzilla vs Kong. Ouais, franchement, j'ai plus apprécié Godzilla vs Kong que la Snyder Cut, quoi. Avec les univers cinématographiques. Je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo Marvel c'est le bordel, et je le réaffirme avec ce film. L'univers cinématographique... Je suis le seul à avoir aimé Suicide Squad. Non, mais c'est pas un bon film, désolé. L'univers Star Wars est celui qui s'en sort le mieux, car grâce au style de J.J. Abrams de lancer une histoire sans connaître sa finalité, et à l'absence de projets de films de réunion ou d'événements touchant tous les spin-offs, les mecs sont bien plus libres de faire les histoires qu'ils veulent, car il n'y aura pas un Infinity War ou un Justice... D'ailleurs, ça, Warner et DC, ils ont retenu la leçon, quoi, de créer un univers qui est ouvert et qui permet aux gens de faire un petit peu ce qu'ils veulent. Ça, maintenant, Warner, il le fait. Avec les Shazam, les Birds of Prey, les Wonder Woman 1984. Clairement, ils sont en mode, ok, vous savez quoi, on s'en fout maintenant de faire un film réunion qui va réunir tout ce bon monde. Maintenant, faites ce que vous voulez les gens. Même si ça se passe dans une autre continuité, faites ce que vous voulez. Et du coup, bah, ça fait de meilleurs films. Voilà, ça fait du Joker, ça fait du Birds of Prey, ça fait le prochain film Batman, même Wonder Woman 1984, c'était mieux écrit et pensé que le Justice League dans l'ensemble, quoi. Autant Whedon et Snyder Cut. Et du coup, bah là, je trouve les films DC Comics beaucoup plus intéressants que les films Marvel, justement.
Parce que comme ils ont une liberté artistique totale, même si voilà, ils doivent quand même adapter tel personnage, ils doivent quand même faire un film qui est rentabilisé. Mais du coup, maintenant, comme il n'y a plus de contrôle sur ce que le film est censé teaser, maintenant ils font ce qu'ils veulent. Maintenant ils racontent ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent des personnages et tout. Ils se donnent à fond. Aquaman, tu vois que le réalisateur, il s'est fait plaisir, il était full générosité, il s'est donné à fond. Pareil pour celle qui a fait Birds of Prey, celle qui a Patty Jenkins sur Wonder Woman 1984. Maintenant, les films ont leur identité propre et les gens font ce qu'ils veulent. Et justement, je trouve ça beaucoup plus intéressant que ce que fait Marvel ou ce qu'essayait de faire Warner DC avec Justice League. Lucky Tales de 777, bienvenue parmi nous. Ils sont maintenant dans la bonne voie. À peu près. Après, ils peuvent toujours rechuter, ils peuvent toujours avoir des soucis par-ci par-là. Ça se voit clairement qu'ils mettent pas autant de budget qu'a fait Marvel Studios. Mais quand même, voilà, tu vois, je trouve déjà cette approche beaucoup plus intéressante. Ou un Godzilla vs King Kong à teaser. Mais même là, il y a des divergences artistiques et un jour ou l'autre, les films de cette continuité bloqueront les ambitions des réals. Bah, c'est arrivé avec Star Wars 9 justement. Même dans le MCU, les meilleurs films sont finalement ceux qui s'en branlent de l'univers mis en place et font juste leur histoire. Et donc, le voilà votre coupable. Pas Snyder, pas Whedon, pas la moustache d'Henry Cavill, non, nul autre que DC et Warner qui contrôlaient le projet depuis le début. Toutes les mauvaises décisions artistiques viennent d'eux. Whedon n'a fait que suivre pour faire son film Batgirl et Snyder... MJ, tu voudrais avoir la Sam Raimi Cut de Spider-Man 3? Par curiosité, ouais, même si je trouve que la version cinéma est très bien. Et enfin... ce que vous m'avez dit de faire. Je demande perso la cut de Lord et Miller sur Solo. Moi aussi. J'ai envie de voir ce que ça aurait donné. Oh mon dieu. Mais c'est logique. Twist ending. Mais quoi? Mais... Vous vous foutez de ma gueule? Nous étions partants pour laisser faire un Snyder, mais les fans n'ont pas arrêté de critiquer ces films. Ouais, ça d'ailleurs, c'est l'ironie de truc. C'est l'engouement des fans a poussé la sortie de la Snyder Cut. Alors qu'à la base, la raison pour laquelle on a besoin du Snyder Cut, c'est parce que la pression des fans avait forcé Warner et DC à faire de Justice League un Marvel-like, quoi. C'est quand même ironique, quoi. C'est un petit peu comme si le problème, en fait, c'était la pression des fans ou quelque chose. Le moins de mise en scène possible, quitte à ressembler à un épisode de Arrow ou Flash. Vous n'aimez pas qu'une ville soit détruite durant le combat final? Alors désormais, toutes les batailles finales se passent dans... Une J.J. Abrams Cut de Star Wars 9. Je sais pas si pour Star... Je pense pas que Disney va laisser faire ça, et surtout, je pense pas que ça va corriger tous les problèmes. C'est toujours écrit par Chris Terrio, hein, le film de J.J. Abrams. Faire de la baston fun et offrir aucun développement de personnage à qui que ce soit. Vous n'arrêtez pas de dire que nos films ils sont pas bons parce qu'ils sont pas comme Marvel. Et ben maintenant on les regroupe pour qu'ils soient comme Marvel. C'est ce que vous vouliez, non? Et d'ailleurs, je m'étais pas embêté avec le tracing du logo. Hein. On voit que ma tête sort un petit peu, que mes cheveux sortent. Je sais que toi, ni aucun vrai fan, n'aurait voulu un film tel que celui qu'on a eu. Ce n'est pas toi le véritable coupable. Ce n'est pas toi qui as décidé de retourner entièrement le film et de rajouter des gags bof. Seulement, c'est un problème trop régulier chez les fandoms. Les fans peuvent être déçus et détester quelque chose pour X raisons. Ils vont donc ça sentait que j'allais bientôt sortir la vidéo sur le côté obscur des fandoms. Hein. De changer leur production pour caresser dans le sens du poil des fans, souvent proches de l'enfant gâté. Car leurs films coûtent trop cher pour prendre... Sorti avant ou après? Non, j'ai sorti après. Non. Pas comprendre. La vérité, c'est qu'ils n'ont jamais compris. Car ils ne pensent jamais en sensibilité artistique. Ils pensent en statistiques. Ils ne comprennent pas comment faire un bon film qui plaît. Et Justice League n'est pas le seul exemple de ce problème. Et malheureusement, rien n'a changé. Ouais. X-Men 3 et Origins Wolverine. Même des vieux films comme les suites qui font que refaire le premier film comme Maman j'ai encore raté l'avion ou Die Hard 2. Des films entièrement contrôlés par les producteurs qui montrent qu'ils ne savent pas comment faire plaisir aux fans, si ce n'est qu'en reprenant et exacerbant des éléments superficiels de ces films à succès. Parce que les producteurs ne sont que des financeurs. Les mieux placés pour ça sont les réalisateurs et leur équipe créative. Ou un producteur spécialement cinéphile. Et encore. Et justement... Genre Joel Silver, ça par exemple c'est un bon exemple de bon producteur. Spider-Man No Way Home, je suis le seul qui sait qu'ils feront pas mieux que les deux premiers mais pire. C'est bien parti pour. Que ce soit logique avec l'histoire qu'ils veulent raconter et rien d'autre. Il ne faut pas faire de films que les fans veulent. Il faut faire des films dont les fans ont besoin. Mais les fans... Là d'ailleurs, chose assez marrante, je viens de citer Joss Whedon en fait.
Et c'est pas Joss Whedon qui dit ce dialogue. Qui croient savoir comment régler le problème, alors qu'ils font que suivre un téléphone arabe. Et les artistes perdent de plus en plus leur envie de créer. C'est ce qui est en train d'arriver à Ben Affleck, acteur sous-estimé qu'on a... C'est arrivé, parce que maintenant, il a arrêté de créer. Hein. Alors que non seulement il est excellent dans le rôle, mais en plus, c'était l'artiste le plus enthousiaste dans ce projet. Il a même fait venir son scénariste d'Argo pour Justice League et a lancé le projet de film Batman. On le remercie pas. Lui-même. Et quand on voit à quel point il est excellent réalisateur, il y a de quoi être enthousiaste à l'idée. Et avec tout ce bordel de fans qui ont critiqué l'acteur... Il a fait quoi, Joel Silver? Oh, il a fait les Matrix, il a fait les Armes Fatales, il a fait pas mal de films d'action dans le genre qui sont très bien menés, artistiques et tout. A laissé la réal à quelqu'un d'autre, et on parle même de remplacer l'acteur. Et ça, c'est juste pour un... D'ailleurs, ils l'ont remplacé, l'acteur. Des réalisateurs avec des films pleins de bonnes intentions et qui se font massacrer parce qu'ils ont osé changer un truc insignifiant. S'ils apprenaient à être plus attentifs aux intentions des réals, au lieu de trop se focaliser sur une reproduction basique de la... D'ailleurs, ils ont inversé les couleurs sur son costume, je remarque. À apprécier ces films bah oui, ça... La chauve-souris, elle est blanche, là. Et créer une pression médiatique étrange qui ferait peur aux producteurs qui veulent pas perdre leur argent et interprètent tout de travers, on aurait pu avoir un bien meilleur film Justice League. Pas la Snyder Cut, quelque chose de 1000 fois mieux encore. Donc non, tu n'es pas un assassin. Tu t'es juste pas rendu compte des conséquences de tes actes. À chaque fois que je vois une affiche d'Hellboy, j'ai mal car on n'a jamais eu de 3. Ouais. Tout le monde est innocent dans cette histoire. Mais du coup, qui doit-on condamner? Personne. Retenons juste la leçon. Au lieu de punir les boucs émissaires, évitons de refaire la même erreur. Il faut tout simplement arrêter d'entretenir ce cercle vicieux où personne n'est gagnant. Et seulement là, nous aurons des films dignes des licences que nous aimons. Bon, après, le film, il était pas si mal que ça, hein. Ça reste quand même mieux que Spider-Man 3, hein. Ok, c'est foutu. Bah d'ailleurs, c'est foutu parce que justement, ils ont pas retenu la leçon du tout. Ils ont refait la même merde. J'ai tué tout le monde, donc du coup, tu vas pouvoir faire ton film de Justice League mortel que tu rêves de faire depuis des années. Voilà, une version de Justice League plus intéressante, celle de George Miller, justement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça, y a pas eu de hashtag pour qu'il sorte son Justice League, lui, hein. Bushweed, bienvenue parmi nous. Parce que je m'excuse, mais le réalisateur de Mad Max qui fait un film Justice League, moi j'ai envie de voir ce que ça donne, hein. Alors, ensuite, on avait réservé pour... C'était, ouais, l'épisode sur Apocalypse. Alors, non, je le vois pas ici. Ah, c'était un vieux dossier, ça c'est sûr. Bon, attends, on va aller revenir directement, ça ira plus vite. Alors, non, c'est beaucoup plus loin que ça, c'est beaucoup plus loin que ça. Beaucoup plus loin. Alors, alors, où qu'il est, Ah, le voilà. Avec la carte titre où j'ai juste pris la tête de Darkseid et lui ai mis un bleu à lèvres. Bon, là, c'est l'édition vieux dossier, hein. Ah, il a l'air sympa ton film, mais il ne pas. Cette vidéo est un formulaire. Voilà, donc je vais passer vite fait le vieux dossier parce que de toute façon, je suis un peu là justement pour vous dire ce que je pense du truc, quoi. Donc, Il m'a posé son avis alors qu'en fait il ne fait que le parti. Voilà, bon, ça j'ai un petit peu arrêté de le mettre à chaque fois parce qu'au bout d'un moment, voilà quoi. C'était un gag rigolo pour certains épisodes, mais au bout d'un moment, faudrait peut-être changer, quoi. En surjouant la colère. J'aime pas trop reposer sur les mêmes gags, tu vois. Si vous êtes trop sensible des tympans ou du second degré, battez-vous plutôt une vidéo de chat. Merci beaucoup. Mais c'est trop nul. Ils ont changé Oh, j'y arrive pas. De quoi? Alors bon, le tout premier décor de Fermela, qui en fait c'était les rideaux de mon placard que ma mère avait fait pour que je puisse y mettre quelques dessins, quelques photos et tout, voilà, en cousant par-dessus des petites pochettes de classeurs. Et moi j'aimais bien ce que ça faisait, mais il y en a beaucoup qui arrêtaient pas de dire que le décor était moche et tout. Et moi je l'aime bien, tu vois, ça a été fait pour un moment, moi je l'aime bien. Arrive pas. Je sais que tu me payes pour dire des trucs débiles, mais là, c'est juste trop con. Je veux dire sérieusement, il y en a qui se plaignent du nouveau design d'Apocalypse. Ah ouais.
Quand la photo est sortie, il y a même eu des milliers de mimes là-dessus, disant qu'ils ont... Mème. Mais- L'époque où je savais pas encore le prononcer. Je veux dire, ils ont vu le design d'Apocalypse dans les BD. Il est moche. Il a tellement une tête de con dans le Même pour un comics. personnage qui n'est pas censé être beau, il est moche. Il n'a aucune classe, aucune prestance, et c'est censé être l'ennemi ultime des X-Men. Et puis putain, j'ai envie de dire, ils sont tous mal tapés dans cette BD à la con. Enlève Gambit et c'est juste le carnaval de Rio du pauvre qui fusionne avec la gay break dans mode attardé. Et je veux dire, sans les... Ouf. Je me permettais de dire attardé à cette époque. Ouf. On va dire que c'était un personnage. Hein. Mais Tu vas pas faire l'épisode à ma place non plus, hein. Excuse-moi. on dirait un mauvais plagiat du géant de fer. Ah, Ouais, ok, ouais. J'ai compris que cette critique est trop stupide, même pour toi, donc je vais juste enchaîner sur direct. Je trouve Ben Affleck très bien en Batman, malgré qu'il tue sans remords. Mais sinon, j'ai très hâte de voir celui de Matrix. Ouais, il était bien en Batman malgré ça, mais. Outre le nouveau Captain America où il va affronter Iron Man, nous avons aussi le film Batman vs Superman, le film Deadpool au service de ses fans, un film Suicide Squad et même un film Tortue Ninja qui n'a pas l'air aussi pourri que le précédent film. Mais moi, personnellement, j'emmerde tous ces cons. X-Men Apocalypse avec ça la tuerie super-héroïque de l'année 2016. Et ça l'était, je m'excuse, mais le le film était bien mieux conçu, mature et tout, que tout ce qu'a essayé de faire Justice League. Hein. Sauf un, mais aussi parce que c'est le film de super-héros avec le meilleur réalisateur de 2016. Non, parce que deux yes man compétents mais pas extraordinaires, un mec qui a fait autant de boosts que de bons films, un petit nouveau, et un mec qui ressort tout juste d'un film pour enfants, bof, hein. Là, c'est Brian fucking Singer, le mec qui a réalisé les meilleurs épisodes de la saga, sauf un, et qui a aussi à son actif... Voilà, dans le sens où il a pas réalisé celui-là, malgré qu'il est excellent. Elle déboîte. Non seulement la promesse est dantesque, nos héros dans un combat quasi impossible, mais en plus la production design est mortelle, avec des designs proches de l'art du jeu vidéo comme God of War ou Final Fantasy, et surtout riche en couleurs. Putain, j'adore ce plan. Putain, il est magnifique, quoi. Surtout que, voilà, la différence de ton, elle dit tout, quoi. Je veux dire, il y a un magnéto juste là, dans la couleur orangée, pour représenter la chaleur rassurante de Xavier qui essaye de communiquer avec lui à ce moment-là. Il y a la couleur verte qui évoque la corruption qui est en train de se faire. Et bien entendu, la froideur de Apocalypse qui commence à venir, quoi, qui est représentée en bleu. Parce que oui, il y avait ça aussi, le fait que beaucoup ont cru que Apocalypse serait violet à cause d'une certaine photo. Mais finalement, en fait, il est bleu grisâtre comme dans le comics, quoi, tu vois. Il y a plus de couleurs et de jeux de lumière dans cette BA. Ça aussi, ce plan, il est magnifique, quoi. Ce petit côté intervention divine, voilà, Tornade qui se retrouve face à un dieu ou quelque chose. Que dans toutes les autres BA de films de super-héros. Là aussi, voilà, ça, la couleur verte utilisée pour montrer le côté, il y a quelque chose de pourri ici. Voilà, quoi. Y a, tous ces plans, tous ces choix de couleurs et tout, c'est quand même plus intéressant que tout ce qu'a fait Zack Snyder, quoi. Je suis désolé. Je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent son style, mais merde. Pamplemousse, merci pour ton beats. Comme d'autres l'ont dit dans les commentaires, tu payais un mec pour dire des polémiques débiles, mais tu payes pas ta secrétaire. C'était un gag. Le prenez pas trop au sérieux, les gens. Ce personnage n'existe pas, c'était juste moi qui faisais une boîte. De 2016. Sans deck, à certains moments, on croirait du Del Toro. Et justement, en parlant de design, ouais, il y a quelques mois, Internet a explosé en voyant la première photo du fameux méchant de cet épisode, Apocalypse. Cette photo. Et bien sûr, les fanboys ont chipoté à donf là-dessus. Bon, avant toute chose, je tiens à dire, autant j'adore les films X-Men, autant j'aime pas du tout les comics X-Men. Miranda Gate qui revient là, l'art des comics, hein, faut toujours qu'à un moment il y ait un personnage féminin qui se tente pour montrer son cul, quoi, merde. Je les trouve trop bordéliques, il y a trop de personnages, rien de suffisamment concentré. C'est une saga avec une dizaine de futurs apocalyptiques, avec du bourrinage chiant, qui porte encore des cicatrices du pire des comics des années 90, à cause d'un des pires mecs travaillant dans cette industrie. Celui-là il a pourri beaucoup de comics à l'époque. Pour suivre le comics, les séries d'animation et tout, je laisse tout tomber dès qu'Apocalypse entre en scène. Donc parce que le plus gros générateur de bordel dans cette saga, c'est Apocalypse, de loin. La moitié des futurs apocalyptiques des comics X-Men. Voilà, Guinea Pig, merci pour les 2 bits. Salut, c'était pour savoir si tu avais commencé à travailler sur le Formula SC sur les indestructibles de Nope.
Malheureusement. Viennent de lui. Et tous les 2 mois, t'as Cable qui revient du futur pour faire chier les X-Men, pour qu'ils aillent empêcher. Voilà, le Brody Quest, juste parce que Mad Dog venait de faire une vidéo là-dessus, je trouvais ça rigolo, je me suis dit tiens c'est facile à faire, on va le faire, allez hop. Skynet, je veux dire Apocalypse, de conquérir le monde. À chaque fois on découvre qu'Apocalypse a trouvé une autre solution entre temps, et on le revoit quelques numéros plus tard, et c'est d'un chiant. Ah, D'ailleurs, je vous ai résumé une dizaine d'années de comics là en fait. Et 1 ou 2 saisons du dessin animé. Pour intégrer les personnages au MCU. Le MCU est déjà suffisamment riche comme ça. Pareil pour X-Men. Si vous fusionnez les deux, ça va être le bordel. Personne ne va s'y retrouver. Et bah finalement ils vont le faire quand même. En plus Chiant. d'être totalement incohérent. Vive les 4 Fantastiques, une équipe de super-héros composée de mutants non naturels. Vive Captain America et Hulk, des super-héros mutants non naturels. Vive Spider-Man, un super-héros mutant non naturel. Mort aux X-Men, une équipe de super-héros composée de mutants naturels. Logique des comics, j'ai jamais compris ça. C'est pour ça que je trouve que ça a plus de sens de séparer les X-Men du reste de Marvel parce que un coup ils aiment pas les mecs à pouvoir quoi, c'est con. Faire le mutant le plus cheaté au point qu'il soit considéré comme un dieu, pareil, excellente balle pour un méchant. Pauvre Cable quand même. D'ailleurs une fois avec Hermite, on avait checké un petit peu sa liste de super pouvoirs à Cable et on était mort de rire parce que ça fait tellement le mec de Flanders Company qui essaye d'improviser un super pouvoir pour essayer de se rendre spécial, alors qu'en fait ce qu'il fait c'est de la merde ou quelque chose comme ça. On était mort de rire. L'un des personnages les plus appréciés de l'univers Marvel, quand tu lis sa description de pouvoir, mais en fait il est nul. Darkball 01, bienvenue parmi nous. X-Men Apocalypse est et restera meilleur que tout le MCU. Tout le MCU, je sais pas, c'est à débattre, mais en tout cas, c'est quand même un niveau au-dessus en termes de mise en scène, d'écriture et tout. Faut dire, l'avantage des films X-Men, c'est qu'ils créent un univers avec beaucoup moins de films que le MCU. Et ils font un univers beaucoup plus intéressant avec des enjeux politiques, d'une mythologie et tout. Non, franchement, sur pas mal de points, les films X-Men, ils écrasent le MCU, sans problème. Ils ont peut-être fait X-Men 3 et X-Men Origin Wolverine, mais le reste, c'est nickel, quoi. Drazi et Laura, bienvenue parmi nous. La vidéo sur les jeux à choix, l'un de mes épisodes préférés. Hein. L'épisode de la prélogie X-Men. Bref, le mec c'est Thanos. Raison de plus de pas l'intégrer au MCU. Mais ouais, en plus, voilà, c'est ça, c'est. Trop bordélique. Ils sont un petit peu toujours pas pareil, quoi. C'est Darkseid, c'est Thanos, mais pour l'univers X-Men. C'est les Saint-Garance qui passent. Et puis Brian Singer a bien réussi à faire une histoire. J'ai dit Singer, fais chier. Ne soit pas bordélique et stupide. Donc il peut réussir à faire un bon truc avec Apocalypse, je pense. Mais en tout cas, une chose est sûre, ils ont corrigé son design. Parce qu'au lieu d'un mauvais catcheur mexicain dessiné par Rob Liefeld, on a ça. Ça a l'air toujours un peu abusé, mais au moins il a un design qui peut inspirer une certaine classe et une prestance. Ouais, voilà, j'aime bien sa tronche dans le film. Dans une adaptation, je me suis disputé avec pas mal de cons qui disaient qu'ils préféraient le catcheur mexicain, mais voilà. Correct, il était mieux avant avec son design de merde, ouin. Je veux dire, sérieusement, je sais que vous vous en foutez de la qualité propre d'un truc et que vous voulez juste qu'on refasse la même merde qu'avant, mais à ce point. Premièrement, un design différent de celui de la bande dessinée est automatiquement un plus. Apocalypse a toujours été moche, plus proche d'un second couteau qu'autre chose. Mais qu'est-ce que je dis? Plus proche d'un ennemi basique de jeux vidéo que d'un vrai méchant. Il ressemble plus à Rictus dans Mad Max Fury Road qu'autre chose. Ouais, voilà, quand même Apocalypse est censé être limite un dieu ou quelque chose, mais il y a rien dans sa tronche, dans son design et tout qui donne cette impression, quoi. Je l'ai comparé à Darkseid, mais au moins Darkseid, tu vois, malgré qu'il est là, ouais, voilà. Dans sa façon de se tenir. Et surtout, ils lui ont enlevé sa tronche de débile et lui ont donné un visage expressif. Et qui peut être effrayant selon la façon dont l'acteur joue et que le réel le filme. Je veux dire, putain de merde, ils vont jusqu'à se plaindre qu'il a pas son truc bleu sur les lèvres. Sans se demander une seule seconde, mais c'est quoi ce truc de merde qu'il a sur les lèvres? Et peut-être qu'on devrait l'enlever en premier. Non seulement ça lui donne une tête de con, mais surtout, c'est quoi ce truc? À quoi ça lui sert? C'est tellement ridicule. Est-ce qu'il est si inexpressif qu'il a besoin d'un soutien mécanique? Alors merci Guinea Pigs pour les 2 bits. Alors moi je trouve qu'Apocalypse écrase Thanos et la moitié des méchants du MCU. Comment ne pas aimer un mec qui a l'air faible en apparence mais qui en piche-tête te balance à l'autre bout de la terre? Oui voilà, il est... Rien qu'en termes de puissance et de mise en scène, Apocalypse il est très intéressant, c'est sûr. Film de cette putain de saga.
Depuis le temps, vous auriez dû comprendre qu'ils respectent pas le design des personnages. L'une des améliorations de la saga cinématographique est justement le design. Remplacer les costumes ridicules des comics par des combinaisons coordonnées du côté des X-Men. C'est moi ou Apocalypse a des muscles sur des muscles. C'est un gros problème dans les designs de comics des années 90. Genre, ils avaient des biceps sur les phalanges de certains personnages, pour te dire. C'est de super idées. Non, parce que sérieux, vous imaginez Wolverine être genre ok, je veux que mon costume soit jaune et bleu, et je veux un casque de Batman sur la tête, mais avec des oreilles de fouine à la place. Il vient de la comédie musicale. Ah d'accord, je comprends mieux. C'est vrai qu'on l'oublie un petit peu, mais Hugh Jackman, il vient de Broadway à la base. Avant de faire Wolverine, il était à Broadway. Et il est très bon en plus, hein, c'est un très bon chanteur et tout. Tes parents, ils t'engueulaient pas trop quand tu gueulais dans ta chambre. Généralement, je me débrouillais pour faire mes vidéos quand ils étaient pas à la maison ou quand ils étaient à la piscine ou quoi, pour pas les déranger justement. Justement, moi, je veux déranger le moins possible quand je fais mes vidéos et justement... Pour le rôle de Wolverine. Non, je suis sérieux. Il y en a qui reprochent à l'acteur indiscutablement parfait, principalement parce qu'on n'a pas vu beaucoup de personnes essayer le rôle à sa place, pour jouer le rôle de Wolverine, juste à cause de sa putain de taille. De plus, cela n'enlèvera probablement rien au charisme du personnage. La grandeur se retranscrit surtout dans la mise en scène que dans l'interprétation. C'est le cas d'ailleurs. Justement, dans la mise en scène, ils ont réussi à le rendre gigantesque. Hein. Donc cette critique est inutile. Ah, et aussi, dans la bande-annonce, qu'est-ce qu'on voit déjà? Et là, je suis toujours trompé pour nos petits merdins. Quant aux muscles... Ok. Voilà, on l'a eu notre apocalypse géant finalement. À quoi ça te sert les muscles? Sans déconner, que ce soit Apocalypse ou Superman, pourquoi faut-il que les dessinateurs de merde leur rajoutent des muscles? Le mec est capable de construire une pyramide tout seul rien qu'avec son esprit depuis l'âge de 10 ans. Les muscles ne lui servent à rien. Donc c'est normal de voir un Apocalypse maigrichon comme ça. Donc c'est une autre correction sur le design pourri d'origine. Ah puis je m'excuse, mais alors là la version améliorée... D'accord, il y a des plus grandes épaules, ça le rend un peu plus prestigieux, mais là, la tronche qu'ils lui ont donnée, c'est ridicule, quoi. On dirait un cadavre, le pauvre. Après, il critique pas que la fidélité au design d'origine. Tu filmé dans ta chambre? Il critique aussi des trucs tellement stupides qu'au bout d'un moment, tu te demandes si c'est pas un troll, en fait. Oh non, il a l'air trop vieux. Le mec a 5000 ans, quoi. Normal qu'il ait l'air un peu vieux, quoi. Je vais même dire, pour un mec de 5000 ans, il est plutôt bien conservé. Oh non, il ressemble à un Goa'uld dans Stargate. Ouais, il ressemble à un Égyptien, portant une armure qui fait un petit peu science-fiction. Donc c'est approprié, vu que c'est ce qui est censé être le personnage. Oh, mais il ressemble à Ivan Ooze dans le film Power Rangers. Ok, déjà, celle-là, elle est complètement fausse. Parce que plus, je suis désolé, mais il est bien Ivan Ooze, hein. C'est quoi le problème? Sur cette photo, il a l'air violet. Alors que dans toutes les autres photos et dans la bande-annonce, il est bleu. Bleu grisâtre. Comme dans la bande dessinée d'ailleurs. S'il a l'air violet dans cette photo-là, c'est à cause du décor, voilà, qui dégage une espèce de lumière rougeâtre. Probablement à cause des flammes ou quelque chose. Donc forcément, rouge plus bleu égale violet. Et puis même s'il ressemblait vraiment à Ivan Ooze, il est où le problème? Il ressemble à l'un des méchants les plus classes de Power Rangers. Pour moi, c'est plutôt cool. Le dernier méchant de cinéma qui faisait un peu méchant de Power Rangers au niveau du design, c'était Immortan Joe dans Fury Road. Et il était méga classe, Immortan Joe. Ça fait kitsch, ouais, mais en même temps, la trilogie X-Men, qui commence dans les années 60, a assumé son côté kitsch et désuet dès le début. Donc un méchant à la Power Rangers, ça passe. Et puis on en a pas assez, je trouve, des méchants vraiment purement machiavéliques comme ça. Je sais qu'on essaye de les nuancer un peu par-ci par-là, mais... des méchants un petit peu classieux comme ça, j'aimerais bien qu'on en fasse un peu plus, quoi. Ils disent ce que tous les crétins disent quand ils voient un personnage de couleur bleue. Il est bleu donc et on dirait un schtroumpf. Donc je suppose que Diablo, Mystique, Yondu ou encore Mr. Freeze sont des schtroumpfs eux aussi. Hein? Vu qu'ils sont bleus. Oui, il est bleu. Et la couleur bleue est interdite maintenant. De plus, vous pouvez pas critiquer le fait qu'il est bleu dans le film parce qu'il est aussi bleu dans le comics. Bleu grisâtre, mais bleu quand même. Mais le point qui achève définitivement la crédibilité des fanboys, c'est que ils reprochent 4000 trucs au design d'Apocalypse. L'un des méchants les plus classes de Power Rangers, peut-il? Bah oui. Bah il y a la méchante des Mitchell versus les machines. Elle est encore comique, tu vois. Moi je parle vraiment de méchants avec des prestances, des designs exagérés comme ça, quoi. C'est 1000 fois plus choquant que le design d'Apocalypse, hein. Alors il y en a beaucoup qui vont corriger là-dessus parce que ça vient pas des Ultimates en fait. Cette coupe-là, elle avait bienvenue s'actuer, bienvenue parmi nous. Apparemment, elle avait ça aussi dans les comics des années 80-90.
C'est juste que j'aime pas X-Men, donc forcément, je Mais non, suis ils ont pas pas... critiqué ce design. Moi, ça m'avait marqué dans les Ouais, ils comics ont pas Ultimate critiqué que ce j'avais design, tenté de lire, mais voilà quoi. C'est le même design que dans la bande dessinée Ultimate. Donc vous en avez rien à foutre qu'on reprenne des éléments de l'univers Ultimate comme Nick Fury Black ou la coupe de cheveux ridicule de Tornade. Par contre, quand on prend un truc genre les 4 Fantastiques jeunes, là vous vous plaignez. Vous êtes con ou de mauvaise foi, dites-moi. Mais bon, pour être honnête, ces critiques datent d'avant la sortie de la première BA. Ça me manque des vrais assumés, haha, je suis le méchant. Et comprendre Ouais. qu'ils avaient tort sur cette Moi photo. aussi. La dernière fois que j'en ai vu un, c'était dans Birds of Prey. Justement, c'était rigolo d'avoir un méchant Machiavélique comme ça. Rappeler, juste pour servir d'exemple sur la stupidité des fanboys. La prochaine fois qu'un mec sur internet chipote sur le design d'un personnage juste en se basant sur une photo en loose day, et que ce soit pour des petits détails à la con dont tout le monde a rien à foutre, vous pouvez dire qu'il est apocalypsant. Et puis même, je ne comprends vraiment pas sur ce coup. J'ai essayé de lancer le terme, mais ça m'a pas marché vu que tout le monde l'a oublié. Ils ont fait un design en logique avec ce qu'est le personnage dans sa base et le style graphique de cet épisode. Et en plus, c'est assez marquant et iconique comme design. Bref, ils ont respecté le personnage et ils s'en plaignent quand même. Voici la leçon à tirer de ce scandale à 2 balles. Les fanboys sont des gogoles qui refusent le moindre changement, même quand il est bénéfique et qu'au final, ils font juste d'une mouche un Galactus. Le design est kitsch, c'est indéniable. Mais kitsch ne veut pas dire mauvais. Ça donne l'aspect empereur. Moi, j'ai jamais compris le terme apocalypsant, c'est ça. Bah, c'est j'ai essayé de faire un terme pour qualifier ceux qui chipotent sur des designs, des photos dans le genre, quoi, tu vois. Alors, Zorik145, bienvenue parmi nous. Guinea Pigs, merci pour tes 2 bits. D'ailleurs, au passage, je pense qu'à Gotham, c'est le pire endroit où élever ses gosses, car quasiment tous les méchants sont des gamins battus. Ouais, ouais. Allez. L'expressivité de son visage. De plus, on a un super metteur en scène qui saura sans doute le mettre en valeur. Et on a un acteur avec un excellent CV qui saura sûrement l'interpréter à merveille. Et puis franchement, entre les deux, lequel fait un meilleur méchant? Celui-là, vous êtes perdu. Parce que vous avez suivi des leaders aveugles. Tout ce qu'ils ont... Mon imitation d'Apocalypse, c'est pas top. Même la version cinéma... Cendre. Nous créerons un meilleur. Ou celui-là. Tu es totalement big, John Cena. Tout ce que t'as construit, je le pèterai à coups de genoux et je deviendrai encore plus fort. Rappelez-vous qu'on parle de cinéma. Il va aussi jouer Moon Knight. Tant mieux. Tant mieux qu'il continue d'avoir une carrière. Hein. Je viens de capter que c'est pour... Ah oui, c'est un acteur caméléon, le mec. Hein. Il y a certains de ses rôles, tu te dis, putain, c'est le même mec. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter. Voilà. Et... il y en avait un au tout début qui avait dit ça serait bien de mettre celui sur Konami. Bah voilà. On enchaîne direct. Encore un vieux dossier, donc on va passer à l'intro. J'aimerais bien voir le fermer là sur Clone Wars versus Rebelle. Peut-être après, parce que là ça va faire la 3ème vidéo qu'on a fait. Et il commence à être un petit peu tard. Donc, vu comment on a traîné sur la vidéo sur Justice League, je sais pas. Ah, et puis il faut que j'avance sur le reste, sur le 100ème épisode quoi. J'ai encore du boulot moi. Et Konami voilà quoi. Par contre, Sony ou une autre compagnie. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait eu ce bordel avec Metal Gear Survive. J'ai complètement oublié qu'ils avaient fait cette daube. Putain, c'était vraiment Konami. On a décidé de chier sur toute notre industrie du jeu vidéo pour faire de la merde là. Ah, Kojima de faire son jeu. Bon, enfin, bonne vidéo à tous. Oh, mais c'est nul. Le prochain Silent Hill a été annulé quoi. Non. Pas envie de gueuler. Tu as joué à Death Stranding? Non, j'ai pas eu l'occasion. C'est vrai que c'est un peu chiant. Ça a l'air intéressant, mais j'avoue, ça c'est pas dans mes priorités malheureusement. Concernant Death Stranding, tu penses y jouer un jour? Peut-être, peut-être. Ceux qui ont l'habitude de suivre mes vidéos savent que je ne suis pas Oh putain, le vraiment son. fan du genre de film d'horreur. Je ne déteste pas le genre, hein. J'ai même quelques films d'horreur que j'aime bien, hein. Mais ce genre n'a jamais Ah voilà, été ça va mieux dans le son. mes priorités. Non pas que ça me fasse peur, Il y a un effet bizarre tout à l'heure. Mes films d'horreur préférés m'amusent plus qu'autre chose. C'est juste une question de goût. Dans les jeux vidéo, par contre, j'évite comme la peste les jeux d'horreur. En particulier la célèbre saga Silent Hill. J'ai toujours été fasciné par la saga Silent Hill, que ce soit son concept, son histoire, son style artistique, son univers et ses sens de lecture incroyables, mais j'évite de jouer au jeu. Je suis de l'histoire principalement grâce à des walkthroughs, des solus ou des trucs comme ça. Parce que quand j'ai la manette en main, je peux pas. Je peux tout simplement pas. C'est vrai d'ailleurs. Hein. Quand j'ai joué pour la première fois à Silent Hill,
Rien que le passage où t'as la caméra qui commence à se lever et tout, et que les couloirs deviennent de plus en plus sombres, j'étais genre, non, quel nom, j'y arrive pas. Ah, tu aimes beaucoup Evil Dead 2? Ah, j'aime la trilogie même. Tu as vu le film Silent Hill? Ouais, je l'aime bien. Il a énormément de défauts, mais je l'aime bien, tu vois. Je comprends les critiques comme celle de Karim Debache ou de Fellouz, mais en vrai, j'aime bien le film. Il y avait des tentatives intéressantes, j'aime bien Christophe Gans, c'est tout. Ouais. Tu évites toujours les jeux d'horreur? Ça dépend du jeu. Si c'est des jeux qui sont en fait des jeux d'action qui sont passés pour des jeux d'horreur, là à la limite ça passe comme Resident Evil, mais Silent Hill, j'ai toujours pas essayé depuis. Hein. À Walking Dead par exemple, j'y arrive quoi. Mais après Shadowrun Memories, la saga a perdu ses penseurs pour au final se retrouver entre les mains de développeurs qui ont juste fait du survival horror bateau. Si ça se trouve, voilà, ces deux-là, si ça se trouve, je vais pouvoir y jouer parce que justement, c'est pas de bon survival horror. Tu as vu Ash vs Evil Dead? Ouais, c'est pas mal du tout. C'est c'est très délirant, ça va, c'est jusqu'au boutisme, mais c'est cool. Attends. Là, je vois que le retour, il déconne un peu. Ça vient de moi ou ça vient de lui? Ça vient de... Oh putain, c'est passé à... Oh, voilà, voilà, ça... Maintiens-toi, voilà, reste là. Non, non, c'est toi que je veux, voilà. S'associe au maître de l'horreur et des geeks espagnols pour s'occuper de la... Tu t'es intéressé aux jeux The Evil Within? Pas spécialement. Psychologique de l'histoire. Autant dire que ça annonçait une nouvelle vague de crise cardiaque à travers le monde. Sérieusement, quand on pense au moment d'horreur que Hideo Kojima... D'ailleurs, la démo, j'ai pas directement joué. Voilà, parce que pareil, ça me faisait extrêmement peur. Pourquoi il y a autant de pixels? Qu'est-ce qui se passe là? Pourtant, ah oui, il arrête pas de... Oula, ouais, qu'est-ce qui est... Faut que tu te calmes, mon gars, là. Faut que tu te calmes, mon gars. Pourquoi il y a autant de pixels? Pourquoi tu te maintiens à 600, là? Pourquoi tu vas à 600? Non, non, il est pas passé sur l'autre connexion. Qu'est-ce qu'il branle? Pourquoi il est sur 600? Bon, attends. On va se refaire un petit tour, là, parce que là, ça commence à devenir chiant. C'est peut-être pour ça aussi qu'on va faire que 3 vidéos ce soir, parce que là, il a pas l'air d'aimer plus. Il revient. Vas-y, reviens. Allez, les gens, envoyez votre énergie vitale, encouragez-le à faire du 2000. Allez, fais du 2000, t'étais bien quand tu faisais du 2000. Putain, mais non, pas du 900, non. Putain, mais allez. Ouais, attendez, s'il n'y a plus là, ça va le faire ou pas? Ça a l'air de le faire, ouais. Peut-être que ça va le booster. 2000. On voit son énergie à Evie. Allez, mon gars, t'es chiant. Je fais pas un live avec 800 kilobits, il y en a hors de question. C'est pas vrai, mais oh. Allez. Voilà, 1000. Plus haut. Allez, plus haut. Non, 1200, c'est pas assez. Non. 1800, voilà, non. Maintiens-toi vers 2000. Non mais soit on monte à 2000, soit j'arrête le live, hein. On va pas faire du 700, non. Putain. Vivement que cette fibre de merde se décide enfin à s'installer, quoi. MJ, ils font des travaux vers où tu vis. Environ, ouais, ils commencent enfin à installer la fibre chez les voisins. Bientôt, ils arriveront à notre niveau, ce serait temps. La co qui joue au loto. Allez, bordel. 1000, c'est déjà mieux, mais c'est pas assez. Va sur du 2000. Va sur du 2000. Bon, écoute. Peut-être que si... Il a mis en... Ouais, en plus, on est sur du 480, quoi. Il fait chier. Bon, on va tenter, hein. Tu dis beaucoup de gros mots. Sodec, tu viens un peu de le remarquer. On va tous mourir. Ils ont même eu une idée absolument géniale pour présenter le jeu. Mais... Attends, j'ai mis la bonne... Merde, depuis tout à l'heure. Je suis resté sur le truc de merde. Je suis désolé, vous avez raté un petit peu.
Non, non, pas celui-là non plus. Non, c'est écran internet. Voilà. Ah, je suis désolé, j'avais lancé la vidéo sans vous. Voilà, excusez-moi. MJ, d'où vient le problème? J'en sais rien. Imagine ce que ça va Et si être je pouvais de étrangler faire un ce jeu problème, je l'aurais fait depuis on va longtemps. tous mourir. Ils ont même eu une idée absolument. Tu es toujours en bonne entente avec Mr. Fox? Ouais, bien sûr, ouais. Sur le PlayStation Network, une démo mystérieuse appelée PT, parce que c'est ce que les joueurs vont faire durant toute leur partie. Quand tu joues à ce truc, tu n'as aucune idée de ce qui se passe. Mais si tu es suffisamment courageux et déterminé, tu arriveras à la fin de cette démo qui te révélera que depuis le début, tu étais en train de jouer à un jeu Silent Hill. Une idée brillante que tous les développeurs devraient prendre en exemple parce que présenter un jeu vidéo avec une démo, c'est juste parfait quoi. Et niveau peur, C'est tout con, hein. En plus, c'était pas la première fois qu'on faisait ça, mais vraiment, l'annoncer avec une démo, c'est cool, quoi. Fut au rendez-vous et tout internet était super emballé à l'idée de pouvoir jouer à un nouveau Silent Hill. En imaginant ce que pouvait donner ce jeu au final, en imaginant comment les petits éléments qu'on pouvait voir dans la démo vont avoir une importance sur l'histoire, etc. C'était parti pour être un véritable succès. Tout le monde y croyait. Sauf Konami. En effet, le célèbre studio de jeux vidéo ayant longtemps collaboré avec Kojima a décidé, comme ça, de virer leur meilleur bonhomme, d'annuler Silent Hill et restructurer toute leur compagnie pour se focaliser sur des jeux sur téléphone portable. Et le Tony Stark d'or de la pire décision d'entreprise de tous les temps revient à... C'est comme ça que tu m'annonces que tu veux divorcer? Ça d'ailleurs c'est un gag à multiples niveaux parce que je crois qu'il y en a certains qui ont cru que j'essayais de jouer Kojima à ce moment-là en faisant Putain Konami c'est comme ça que tu m'annonces que je suis viré. Mais en fait non, c'était vraiment juste un petit gars qui m'était venu voilà, il apprend qu'il est en train de divorcer à ce moment-là quoi. Ok, je vais essayer de vous expliquer à quel point cette décision est stupide. Imaginez si Warner Bros décidait les mecs, on l'emmerde George Miller. On annule Mad Max Fury Road et on va restructurer toute notre compagnie pour se focaliser sur des courts-métrages sur Newgrounds. On va se faire des couilles en or. C'est tellement con que c'en est presque parodique une telle décision. Et le pire, c'est que en plus d'annuler le jeu, ils ont retiré la démo du PSN, quoi. D'ailleurs, j'ai fait un petit peu ma part de la conservation du patrimoine vidéoludique en gardant la démo sur mon disque dur externe de PS4. Hein. Et pourtant, j'y joue pas à ce truc parce que j'ai trop peur. Pamplemousse des mers, merci pour ton beat. Konami a fait de nouvelles licences avec leurs jeux mobiles ou non? Nouvelles licences. Je crois que non. C'est quoi Newgrounds? Oh, c'est l'ancêtre de YouTube. C'était un site où les gens ils faisaient des tas d'animations, des petits jeux, des trucs comme ça. Je crois que ça existe toujours. Non, ça m'étonnerait vu que Flash maintenant ça a été dégagé en général. Donc du coup Newgrounds ça doit plus marcher. Mais voilà quoi. Putain les mecs, pendant que vous y êtes, remontés dans le temps et empêchez la création de ce jeu tant que vous y êtes. Au moins Disney, quand ils ont annoncé que l'univers étendu de Star Wars ne comptait plus, ils ont pas cherché à brûler tous les bouquins et toutes les BD sur l'univers étendu. Non, ils ont juste dit ah c'est plus canonique, c'est tout. Alors Firex, bienvenue parmi nous. Et pour Silent Hills maintenant, le seul... Alors Chouette Blanche, merci pour ton beat. J'ai trop envie de te voir faire avec d'autres vidéastes de vrais Oscars de films sortis durant une année. Oh non, non. On va pas commencer à faire ça. Alors, ça recommence à bugger apparemment. Et je l'ai vu faire du 0... On y retourne. Il a fait du 0 kilobits ce connard. Pendant un moment, il a fait du 0. Ah là maintenant il est genre oh regarde je suis à fond, j'ai fait du 4000, du 3000. Va te faire enculer, je t'ai vu. T'as fait du 0. T'as fait du 0 bits, petite merde. Oh, il se fout de ma gueule. On va revoir la gourde de l'infini dans le sang peut-être. Arrêtez de poser des questions comme ça, je sais pas. Je sais pas si je vais pouvoir les caser et tout et... Maintenant c'est l'autre ordi qui plante. Décidément. Excusez-moi, il me faut le retour pour continuer le truc. Quel troll. Tu imites Sardoche. Ah non, mais commence pas à me dire des trucs horribles comme ça, non. Tu imites Sardoche. Non, tu commences pas. C'est pour quand le jeu Angry Metal Gear. Ils l'ont pas fait, mais franchement, ça aurait été limite.
Déjà, ce qui est incroyable, c'est que tu vois, on a eu des images du Pachinko Metal Gear Solid, et tu vois que pour illustrer ça, ils ont refait des séquences de Metal Gear Solid 3, des cinématiques, avec un moteur graphique limite proche de la PS4, et tu vois ça, tu te dis c'est magnifique, mais ça sert pour un putain de pachinko de merde qu'on va jamais jouer parce que le pachinko c'est exclusivement au Japon et qu'on n'a pas envie de soutenir cette compagnie de merde qui fait n'importe quoi. Ah non mais bon voilà, le retour il est revenu. Hein, t'inquiète, c'est pour déconner. Ouais quand même, c'est pas gentil. Voilà. Allez, mais... voilà. Moyen d'y jouer, c'est d'avoir téléchargé la démo. C'est pire que le cours de la bourse cette histoire, ouais. Et le conserver sur son disque Et dur. je refais la même merde en fait. Je refais la même merde. Voilà. Écran de... Non. Putain, je vais y arriver. Non, pas ça, non. C'est écran internet. Voilà, bordel. Tu vas y arriver un jour. Voilà. On va pouvoir refaire. D'ailleurs, je comprends pas ces histoires de pachinko à thème Konami. Personne comprend. C'est une décision complètement absurde. C'est c'est les mecs les plus cons du monde. Littéralement. Ce qu'ils ont fait, c'est de la merde. C'est du suicide industriel, quoi. C'est ça qui est incroyable dans cette histoire. C'est totalement éphémère parce que dès que ta console ne marche plus ou que dès que tu décides de t'en débarrasser, boum, plus de Silent Hills. Sérieux Konami, what the fuck? Tu as un truc qui a un succès et t'essayes de le supprimer totalement. Non mais j'imagine l'industriel texan des Simpsons prendre des décisions dans le genre, mais pas une vraie compagnie qui existe dans le vrai monde avec des gens qui ont fait des études supérieures aux miennes. C'est littéralement du suicide industriel et du meurtre artistique à ce stade. C'est comme si Konami voulait saboter sa propre entreprise et détruire ses propres sagas. Ok, ça expliquerait pourquoi ils ont loupé à ce point la version achetée de Silent Hill 2. Oui, oh ça, c'est un autre bordel, ça. Il y a des vidéos très intéressantes sur ce qui s'est passé sur ce remaster, c'est catastrophique, quoi. Sauf que maintenant, ils vont se focaliser sur la tendance des jeux mobiles. Donc bientôt sur Android et Apple Store, retrouvez Angry Metal Gear. Et bientôt dans la boîte Putain, c'est faire ma connerie, là. lunatique, jouez à Faisons accoucher Pyramid Head. Les mecs de Konami détestent. Alors ça, en fait, c'était en référence à Bonus Boîte Magique que Lunatic avait fait où il découvrait les jeux un petit peu Faites accoucher Anna de la Reine des Neiges ou des conneries comme ça. C'était hilarant, c'était traumatisant aussi parce que what the fuck. Et du coup je me suis dit allez tant qu'à faire je vais faire un gag là-dessus. Et merci à Azure Origin pour ces 3 bits. Quel avenir pour le jeu vidéo, Nintendo et Capcom des jeux, Sony et Microsoft la puissance, Namco des licences, Konami le pachinko. Kojima, comment oses-tu nous faire gagner beaucoup de pognon en faisant des jeux qui tuent sa race? Ces jeux sont beaucoup trop ambitieux, ils coûtent beaucoup trop cher, ils sont beaucoup trop longs à développer et ça rapporte moins d'argent que le énième épisode de Call of Duty. Oubliant totalement le fait que là où tout le monde a oublié Call of Duty World at War, tout le monde se souvient de Zone of the Enders. D'ailleurs, je crois que c'est mort pour Zone of the Enders 3 du coup là, non? Peut-être que la qualité. Ouais, à la place on a juste une version HD qui a l'air pas mal. Mais qui a bénéficié d'une séquence d'intro en animé qui en soi aurait pu être sympa, mais qui était moins bien animée que les séquences animées du 2. Et avec un passage, je sais pas pourquoi, où le personnage féminin se retrouve à poil. Voilà, cliché d'opening d'animé chiant là. C'est un jeu innovant. Le personnage était même pas sexualisé quoi. C'est une saga de jeux vidéo enchaînant les épisodes mécaniquement, ou les 4/5e des jeux mobiles actuels. Je vais même jusqu'à dire, ça explique les quelques problèmes que Kojima a eu avec Metal Gear Rising et Metal Gear Solid 5. Metal Gear Rising qui a failli... Grosse affaire de bordel de production ça aussi. Proposé de développer le jeu à la place de Konami. Ou, je sais pas moi, Metal Gear Solid 5 Ground Zero. On en parle un petit peu de celui-là. Jeu très critiqué parce qu'au final ce n'était qu'une démo du véritable jeu, Metal Gear Solid 5 Phantom Pain, qu'on a osé nous vendre 30 €. Et le vrai Kratner d'or de la pire arnaque de tous les temps, tellement O7 que ça se voit même par des enfants de 5 ans, revient à... N'y pense même pas, c'est pas la pension alimentaire ça, c'est du vol salope. Je sais pas pourquoi je voulais faire un gag sur le divorce à ce moment-là, voilà. On fait 50-50. Tu rentres dans un rayon, tu prends un objet. Sur le mec qui pique une crise devant tout le monde à propos de son divorce, voilà. C'était l'idée de gars qui m'était venue, voilà. Ce choix était très
très sévèrement critiqué, à juste titre, mais maintenant qu'on connaît toute l'histoire, on comprend un peu mieux ce qui s'est passé en fait. À tous les coups, Konami a fait son connard avec Kojima et l'a mis dos au mur pour qu'il sorte un jeu à telle date, mais vu que le véritable Metal Gear Solid 5 n'était pas encore terminé et tout ce qu'ils avaient envie Netaz, bienvenue parmi nous. de Metal Gear Solid 5, ils se sont dit, ça ira, se rendant pas compte qu'ils venaient tout juste de lancer une véritable arnaque. Et à tous les coups, Tu as fait sur quoi leur de ton demande ancien c'est quoi ce Mjolnir? bordel, c'est Je crois gros qu'il con, traîne ils dans disent, un ah, coin c'est ou quelque un chose, peu voilà. bizarre. Mais enfin, du coup, pourquoi je fais un Fermila si je me contente de dire tout ce que les gens disent à propos de cette annulation? Je veux dire, je ne fais qu'approuver toutes les Bah quoi, il est drôle ce gag, va. Annulation. Ouais, c'est juste que. Je me fais chier. Pourquoi je fais ce gag? Je sais plus moi. Eh bien, c'est parce que je trouve qu'on enterre peut-être un petit peu trop vite le jeu là, non? Je veux dire, oui, le jeu est officiellement annulé. Kojima et Del Toro n'hésitent pas une seule seconde à exprimer toute leur déception. Del Toro a même annoncé qu'il ne toucherait plus jamais au développement d'un seul jeu vidéo. Ce qui est dommage. Mais soyons honnêtes 5 minutes. Ouais, ça aurait été intéressant Au vu du quoi. succès de ce jeu, de toute la sensation qu'elle a fait, alors que ce n'était qu'un millième du jeu final, personne, même pas le développeur le plus con du monde, n'empêcherait ce jeu de voir le jour. C'est comme refuser un nouveau Star Wars ou un nouveau Harry Potter. Qui enverrait chier le mec qui pose un chèque d'1 million de dollars sur la table? Bon, enfin, admettons. Bah Konami. Parce que finalement ils l'ont pas fait hein. Moi je me disais peut-être qu'un jour ils vont finir par le laisser faire et tout, ils vont se rendre compte qu'ils ont fait une connerie. Non. Des années après ils ont toujours pas compris. D'ailleurs c'est marrant de voir cette vidéo après celle sur Justice League parce que justement la pression des fans, vous pouviez pas justement soutenir que Kojima et Del Toro. Bon, ils ont soutenu, hein. Mais c'est quand même parlant que on n'a pas réussi pour avoir un Silent Hills, mais qu'on a réussi pour avoir un remontage pas vraiment mieux que de Justice League, quoi. Tu penses quoi de la version Toei arrêtée de Yu-Gi-Oh? Je vois pas de quelle version tu parles, je ne connais pas assez Yu-Gi-Oh pour savoir s'il y a une différence entre une version Toei ou pas Toei. Que Konami soit suffisamment con pour faire ça. Qu'il soit suffisamment con pour ne pas comprendre en quoi il pourrait s'enrichir avec une mine de diamants. Ok, admettons. D'autres développeurs vont sûrement se vider le portefeuille pour leur piquer cette mine de diamants et s'enrichir à leur place. Et ça, c'est pas arrivé non plus, et je comprends pas pourquoi. Microsoft, très désespéré pour trouver. Je veux dire, Konami, clairement, ils veulent pas exploiter la licence Silent Hill, autant la refiler à quelqu'un d'autre, quoi. Tu vois, Disney, quand ils savaient plus quoi faire avec le monde de Narnia, ils leur filaient à la Fox. Bon, après, ils ont acheté la Fox, ce qui est con, mais voilà. Des licences de jeux vidéo exclusifs auraient racheté les droits du jeu. Ce qui a été vite démenti, mais voilà. Si ça se trouve, c'est Sony directement qui va racheter les droits. Enfin, oui. Konami a Ça aurait toujours été les intéressant, droits d'ailleurs, sur ce Sony. jeu. Et tant qu'ils auront les droits, aucun autre éditeur ne pourra développer ce jeu à leur place. Et du coup, ce serait encore plus con. Genre, Konami veut se faire du pognon là-dessus. Ils ont annulé le jeu. Pourquoi empêcher d'autres personnes de le faire, le jeu, alors? Quitte à refuser le jeu, l'empêche pas d'exister, quoi. Là, Eh bah c'est si, ils ça l'ont qui empêché fait d'exister. tout le monde. Je sais Ou pas, alors, ils ont eu peuvent dedans contre faire Kojima ou quelque chose. ce qui, au vu de leur décision artistique, est probablement vrai. Mais après, Kojima et compagnie peuvent reprendre leur concept, le développer et l'attacher à une toute nouvelle licence. Je veux dire, c'est pas comme si Silent Hill avait un univers fixe. Ou bien faire un accord comme Kojima avait fait avec Metal Gear. Ça, il a pas Rising, trop où fait, c'est le ce qui est dommage. développement à un autre Ok, là, ça bug encore, apparemment. Alors... Je pense en avoir marre de... Putain, pourquoi t'es dans le rouge? Non, sérieusement, pourquoi t'es dans le rouge? Il se fout de ma gueule. Vous l'avez vu, en plus. Vous l'avez vu qu'il était dans le rouge, là. Il se fout de ma gueule. Bon. Allez, on retente. studio de jeux vidéo et laisser Konami s'enrichir avec la distribution. Et l'autre raison pour laquelle je ne crois pas une seule seconde que ce jeu est mort de chez mort, vous avez vu le monde dans lequel on vit? Grâce à Internet, aux fans et aux pétitions, on a pu sauver Firefly et Veronica Mars, des séries qui ont été annulées et qui, malgré ça, ont eu droit à une adaptation au cinéma. L'Angry Video Game Nerd a pu faire son long métrage et Mass Effect 3 a pu changer sa fin. Bien que, pour le cas de Mass Effect 3, ils auraient dû se retenir. Nous sommes à une époque grand défenseur de la fin originale de Mass Effect 3. peuvent être financés par leurs fans grâce à Kickstarter, Indiegogo et d'autres sites de financement participatif. Si on a pu sauver Futurama 2 fois et qu'on aura enfin un Shenmue 3, on peut sans problème sauver Silent Hills. Seulement si vous laissez Bon, après, s'il a eu le même traitement que Shenmue 3, ça sera peut-être pas... Ça vaudra peut-être pas le coup. tomber tout de suite, c'est sûr qu'on l'aura jamais le jeu, hein. Oula, mettre Mighty Number 9 et Yooka-Laylee. Ils étaient pas encore sortis quand j'ai fait cette vidéo. Ça s'annonçait bien. Boulanger de cristal, bienvenue parmi nous. À cette époque, on se disait encore, tiens, ça va donner des bons jeux, mais en fait, non. Donc, pareil pour Shenmue 3, j'ai envie de te dire. Hein. Et l'autre truc qui
complètement tort, hein, c'est fort possible, hein, si ça se trouve, je m'imagine des trucs, je suis en mode de théorie du complot et tout, mais en me revoyant certains walkthroughs et certaines vidéos de la démo, j'ai remarqué un petit truc. Si j'ai raison, c'est juste génial. Quand je me suis rendu compte de ça, j'ai failli exploser, quoi. Ok, une fois que vous avez terminé votre démo, on entend un homme dire une phrase très mystérieuse. Avant, on pouvait suggérer que c'était juste pour mettre en place une petite histoire, mettre du mystère. Et techniquement, Yooka-Laylee était une suite réussite pour le coup. Il était pas mauvais au point de les tuer. Je veux dire, écoutez vous-même. Papa était tellement chiant. Il mangeait toujours la même chose. Il s'habillait toujours pareil. Et regardait toujours les mêmes jeux. Ah, là, j'en avais profité. Comme je savais pas si je pouvais montrer la séquence en question, je me suis dit tant qu'à faire, autant faire un petit truc avec le montage et tout. Je me plains pas. Ça sera techniquement une vidéo Halloween, je suppose. Mais devinez quoi? Je vais revenir. Et j'amènerai mes nouveaux jouets avec moi. Les mecs, c'est Kojima qui nous parle à travers ce texte. D'ailleurs, je suis pas le seul à avoir eu cette théorie. J'ai vu certaines vidéos qui l'avaient ressenti pareil. Celui qui regarde tout le temps les mêmes jeux. Les mêmes jeux. Et si Kojima avait senti venir son renvoi et l'annulation de Silent Hills? Et s'il avait senti que Konami allait tuer le jeu de façon pas très originale, comme l'annuler? Et si à travers ce texte, Kojima nous disait que le jeu allait être annulé, mais que c'était nécessaire pour qu'il revienne avec ses nouveaux jouets? D'ailleurs, c'est arrivé avec Death Stranding. Hein. C'est vrai qu'une théorie banale qui verrait dans une coïncidence le retour de Dieu sur Terre. Mais là, on parle de Kojima, là. Le mec qui a appris aux joueurs. Tu vas te servir des lives pour faire comme dans The End of Evangelion? Dans quel sens? Il a joué avec les joueurs en Je comprends pas ce que tu veux dire par là. l'écran bleu de la mort, une étape du jeu. Donc il est fort possible que Kojima ait assuré ses arrières avec le développement de PT et que Silent Hills est toujours. Ah, surtout connaissant le côté très méta de Kojima, ce serait pas étonnant, quoi. Voilà. Qui ne voudrait pas jouer à ces jeux? Bah, moi, mais tu vois, c'est pas une raison. Parce que le jeu, il me fait trop peur, donc j'y joue pas, mais voilà quoi. Ça. Comme s'ils savaient comment faire pour avoir un buzz monumental. Ils devaient savoir que si le jeu allait être annulé, tous les fans allaient être derrière eux pour les sauver, pour qu'ils puissent avoir le meilleur jeu d'horreur de tous les temps. Vous pensez peut-être que c'est juste la théorie d'un fanboy qui refuse d'admettre. C'est un peu le cas, mais quelque part, les événements m'ont donné raison sur ce coup. Mais le fait est que je ne veux pas jouer à ce jeu vidéo. Je suis tétanisé devant la démo. Never forget, encore à ce jour, les gens essayent d'arguer que Metal Gear Solid c'est juste des jeux kitsch et que c'est apolitique. Oh. Metal Gear Solid apolitique, mais bien sûr mon coco. Et enfin le jeu qu'ils ont toujours rêvé d'avoir. Et puis même si cette théorie est fausse, même si en effet. Après c'est kitsch, mais tu vois, ça fait partie de l'identité de Metal Gear Solid, c'est pas vraiment un défaut quoi. On accomplit plus de trucs en croyant à des choses fausses qu'en laissant tomber en se contentant d'une vérité triste. Vous voulez quoi au bout d'un moment? Vous voulez jouer au jeu ou vous contentez d'un documentaire qui va retracer tout ce qu'ils avaient prévu pour ce jeu 4 ans plus tard? D'ailleurs, et honnêtement, au stade où on en est, pourquoi ne pas en faire un et essayer d'enquêter sur ce que le jeu essayait de faire, son histoire, son game design et tout. Y a pas quelqu'un qui essayait de découvrir le secret derrière ce jeu, non? Pour savoir à côté de quoi on est passé. M'ont fait mal quand j'ai appris que c'était mort, mais que j'ai accepté et que j'ai compris que de toute façon ça ne pourrait jamais se faire. Mais Silent Hills, non, il n'y a aucune bonne raison pour que ça reste mort. Le seul truc qui peut le... Ok, ça recommence. Là, je m'excuse, mais on va finir par arrêter, là, mais... Il a fait 0. Regardez cet enculé, il me dit 0. Ah, là, ouh, là, on revient sur du 5000, on revient sur du 4000, hein. Oh là là, je me suis fait choper, hein. Petit connard. Putain, je hais cette bande passante. Bon les gens, on va arrêter, hein, parce que je commence à en avoir marre de faire ça toutes les 5 minutes. Puis de toute façon, on a fait les 3 vidéos, de ce soir, hein, voilà. Donc je pense qu'on a assez pour bien remplir la soirée. Donc désolé, j'aurais bien aimé en montrer d'autres, hein, mais entre ça et le fait que je commence à fatiguer, voilà, on va s'arrêter là. Désolé qu'on n'ait pas fini la vidéo. De toute façon, la fin, voilà, c'est pas la fin la plus intéressante au niveau des anecdotes. Au bout d'un moment, je me contentais de regarder la vidéo, mais voilà quoi. MJ le daron. Kojima, c'est le même qui justifie la présence d'une nana en maillot de bain de façon ridicule. Bah,
est-ce que c'est Kojima qui voulait vraiment avoir une nana en maillot de bain, ou est-ce que c'est Konami qui lui a forcé à faire une nana en maillot de bain, d'avoir une nana sexy, et qu'il a essayé de le vendre au mieux, quoi, tu vois, on pourrait se remettre en question là-dessus. Gudule 3000, bienvenue par Uno, c'est dommage qu'on se casse maintenant. La vidéo de Silent Hill n'est pas encore finie. Ouais, je suis désolé, mais on va pas pouvoir la finir s'il continue à me faire le coup, quoi. De toute façon, qu'est-ce qu'il restait à dire, quoi. Attends, je regarde vite fait qu'est-ce qu'il y avait après. Voilà, c'est juste, je continue à faire un discours et tout. Attends, si à la limite, qu'est-ce que je disais à ce moment-là? Ouais, j'ai un petit sketch sur le fait qu'il devait carrément avoir la participation de Junji Ito. Voilà, ça aussi c'est triste. Un jeu vidéo fait par un Junji Ito, ça aurait été très intéressant et encore plus fucked up du coup. Mais ouais. En tout cas, merci d'avoir subi ce live. Parce que c'est le cas de le dire, s'il était un petit peu subi là sur les bords. Et bonne soirée à tous. Voilà, je vais profiter du temps libre que je vais avoir pour essayer d'avancer sur le 100e épisode. Et bonne soirée à tous. Allez, ciao!